Kazuki, Azuma et sa sœur jumelle, Kaoruko, vivent sur une île flottante appelée la Terre Promise, habitée par des êtres mécaniques géants connus sous le nom de Baranki. Un jour, ils partent voir un Baranki sur une montagne voisine. Azuma a du mal à grimper, mais est encouragé par Kaoruko, qui lui dit de rentrer à la maison si c'est trop difficile. Après avoir rassemblé ses forces, il atteint le sommet, où ils aperçoivent enfin Ubu, un Baranki dormant, mais tombent accidentellement dans un trou qui s'ouvre. Pendant ce temps, leur père passe l'après-midi à pêcher au bord d'une rivière. Après avoir attrapé beaucoup de poissons, il rentre chez lui pour trouver Azuma et Kaoruko, avec qui il partage un lien étroit, jouant joyeusement. Bientôt, leur mère, Kazuki Migiwa, arrive après avoir cueilli des fruits à la ferme. Les jumeaux la serrent joyeusement dans leurs bras, célébrant leur 6e anniversaire, tandis que leurs parents leur chantent des chansons d'anniversaire. Azuma souffle les bougies avec enthousiasme, ce qui fait bouder Kaoruko. Plus tard, ils entendent le son d'un Baranki et se précipitent dehors pour enquêter. Sur une falaise, Azuma et sa sœur, Kaoruko, observent le Baranki de loin, tandis que leur mère, Migiwa, prépare un chi-blast dirigé vers eux. À leur grande surprise, le Baranki tombe soudainement au sol, obligeant Migiwa à annuler son attaque. Se sentant faible, Migiwa s'allonge tandis que son mari la réconforte, exprimant son inquiétude pour sa santé. Il lui suggère d'aller à la surface pour un examen, mais Migiwa refuse, invoquant le comportement instable du Baranki. Au lieu de cela, elle décide que leurs enfants devraient commencer à apprendre à utiliser Ubu le lendemain, et son mari est d'accord. Dans une autre pièce, Kaoruko est éveillée dans son lit, écoutant la conversation de ses parents. Le lendemain, Azuma se réveille pour découvrir que sa sœur a disparu. Soupçonnant qu'elle est allée voir Ubu, il confirme bientôt son intuition. Lorsqu'il arrive à son emplacement, il trouve Kaoruko essayant de se connecter avec Ubu en utilisant un symbole de cœur. Kaoruko a l'intention de maîtriser le pouvoir d'Ubu pour vaincre tous les Baranki parce qu'elle croit que sa mère ne peut plus se battre. Malgré les avertissements d'Azuma contre son plan, Kaoruko l'ignore. Cela entraîne une montée d'énergie qui réveille plusieurs Baranki sur l'île, rendant le ciel rouge. Sentant que quelque chose ne va pas, les parents d'Azuma se précipitent pour retrouver leurs enfants. En arrivant à l'endroit où se trouve Azuma, Kaoruko s'excuse auprès de leur mère, Migiwa, pour ses actions précédentes. Migiwa lui pardonne malgré sa défiance. Soudain, un Baranki attaque la famille, ce qui pousse Migiwa à libérer ses pouvoirs pour le repousser. Reconnaissant le danger imminent, elle ramène rapidement ses enfants à la maison pour les mettre en sécurité. À l'intérieur de la maison, Migiwa remarque que des Barankis tombent de l'île à la surface, la laissant sous le choc. Déterminée à protéger ses enfants, elle les confie à leur père, prête à les envoyer sur Terre. Kaoruko ressent de la tristesse à l'idée de perdre sa mère. Migiwa envoie ses enfants et son mari avec un Baranki, et lorsqu'ils arrivent à la surface, ils tombent dans la mer. 10 ans plus tard, Azuma a établi le contact avec la surface et se trouve maintenant à Shinjuku, Tokyo. Il est arrêté par la police, tandis que son ami d'enfance, Koganei Asabuki, l'attend dans un parc, seulement pour le voir emmener dans une voiture de police. Au poste de police, Azuma est interrogé au sujet du cœur d'Ubu, mais il nie l'avoir. La police affirme que sa mère est responsable des Barankis tombés à la surface il y a 10 ans, qualifiant Migiwa de sorcière, ce qui met Azuma en colère. Soudain, le sol s'ouvre et un Bubuki émerge, attaquant les policiers dans la salle d'interrogatoire. Le Bubuki est contrôlé par Asabuki, qui aide Azuma à s'échapper. Pendant ce temps, un utilisateur de Bubuki nommé Kinuuji bat plusieurs policiers sans effort. Alors que la nouvelle de l'évasion d'Azuma parvient à Banryu Ryoko lors d'une cérémonie de rassemblement, elle part rapidement avec ses sujets pour régler la situation. Un de ses subordonnés, Matobi Shusaku, se porte volontaire pour s'occuper des utilisateurs de Bubuki au poste de police, et Ryoko approuve. Alors qu'Azuma et Asabuki tentent de s'échapper du commissariat, ils se retrouvent encerclés. Juste au moment où il semble qu'il n'y a pas d'issue, Nono Hiragi arrive, neutralisant à lui seul les policiers avec son Bubuki, laissant Azuma sous le choc. Après avoir vaincu les officiers, Hiragi se présente à Azuma, expliquant qu'il l'attendait. Il révèle son plan pour ressusciter le Baranki de Migiwa et exposer la vérité sur Ryoko, qui a faussement qualifié la mère d'Azuma de terroriste. Hiragi demande à Azuma de rejoindre sa mission, et il accepte. Plus tard dans la journée, ils arrivent dans un magasin où ils rencontrent deux autres utilisateurs de Bubuki, Uji et Chizuru, qui font partie de l'équipe de Hiragi et essaient de parler avec Azuma. Alors que Hiragi tente d'accéder à l'ascenseur, il sent une présence ennemie. Matobi a infiltré le bâtiment, et lorsque l'ascenseur s'ouvre, il vise Hiragi avec son arme. Asabuki est visiblement agité par la présence de Matobi et se précipite pour le combattre avec son Bubuki, mais il la met facilement à terre d'un seul coup. Face à la menace de Matobi, Azuma et le reste de l'équipe sont forcés de battre en retraite, mais ils essuient des tirs avant d'atteindre le rez-de-chaussée. Une fois en sécurité, Hiragi ordonne à Azuma d'aller ranimer le Baranki pendant qu'il retienne Matobi. Pendant ce temps, Asabuki nourrit une profonde rancune envers Matobi car il est responsable de la mort de son père lorsqu'elle était enfant. Quand Azuma arrive à l'emplacement du Baranki, il trouve Ubu dans un état critique et commence à ressentir une douleur accablante dans sa poitrine. Pendant ce temps, Hiragi et son équipe luttent pour combattre Matobi, un tireur d'élite habile qui utilise son Bubuki pour tirer des rafales d'énergie sur eux. Pendant la bataille intense, Asabuki repère une ouverture et assène un coup de poing puissant à Matobi, mettant ainsi fin à leur confrontation.
Après le combat, Hiragi et son équipe se regroupent et se dirigent vers l'emplacement d'Azuma pour ranimer Ubu. Ils trouvent Tubu suspendu en l'air dans un état squelettique. En voyant l'état d'Ubu, Azuma sent qu'il ne peut pas affronter sa mère avec le Baranki dans cet état. Hiragi demande à Azuma le cœur, croyant qu'il pourrait mieux le manier, mais Azuma refuse, ce qui rend Hiragi furieux. Une discussion s'engage au sujet des Bibuki, et Asabuki demande à Azuma s'il en a un. Comme Asabuki elle-même ne possède pas de Bubuki, Hiragi et l'équipe commencent à supposer qu'Azuma n'a pas non plus le cœur d'Ubu. Hiragi, soupçonnant qu'Azuma ment, l'attaque soudainement, pensant que son Bubuki sortira pour le sauver. Azuma tombe bientôt à genoux avec la même douleur dans la poitrine. Juste à ce moment-là, Matobi arrive à leur emplacement, déchaînant une rafale de tirs sur Hiragi et son équipe. Après les avoir abattus, il s'avance vers Asabuki, se moquant d'elle et menaçant de tuer son Bubuki. Malgré les circonstances, Azuma se lève et défie Matobi. Il semble impassible même lorsque Matobi pointe son arme directement sur sa tête, ce qui laisse Matobi choqué. Dans un accès de rage, Matobi gifle Azuma au sol et se tourne vers le Bibuki d'Asabuki avec l'intention de le détruire. En une fraction de seconde, Azuma saute devant le Bubuki, prenant le tir lui-même et provoquant une explosion massive. Miraculeusement, il survit parce qu'il possède le cœur qui le protège du mal. Azuma s'élève ensuite, lévite dans les airs et utilise le cœur pour appeler tous les Bibuki présents sur les lieux, sauf celui de Matobai. Cela crée un Baranki massif qui attire l'attention des civils dans la ville. Azuma se tient sur l'épaule du nouveau Baranki, tandis que Hiragi et le reste de son équipe se positionnent autour, contrôlant différentes parties de la créature. De loin, la police commence à tirer d'innombrables coups sur le Baranki, mais il ne subit aucun dommage, même sous un feu nourri. Hiragi prend le contrôle du Baranki et le dirige pour éliminer les policiers qui leur tirent dessus, mais Azuma est mécontent de son approche impitoyable et l'avertit de reconsidérer. Juste à ce moment-là, le ciel s'ouvre et Ryoko apparaît, atterrissant avec un Baranki rouge nommé Entei. Comme Entei a perdu l'usage de ses bras et de ses jambes, Hiragi prévoit d'exploiter cette faiblesse au combat. Alors que la bataille commence, Hiragi ordonne à Ubu de porter le premier coup, assénant plusieurs puissants coups de poing à Entei avec l'effort combiné de l'équipe, prenant l'avantage au fur et à mesure que le combat continue. Alimenté par la rage de ce qui est arrivé à son père, Hiragi déchaîne une série de puissants coups de poing sur Entei. En réponse, Ryoko ranime Entei et menace de transformer Hiragi et son équipe en squelettes. D'un seul coup brutal, Entei envoie Ubu s'écraser au sol, puis le ramasse et commence à le rôtir. Pendant ce chaos, Azuma interroge Ryoko sur sa connexion avec sa mère et elle réalise soudain qu'Azuma est le fils de Migiwa. Bouleversée par cette révélation, elle intensifie son attaque sur le Baranki et commence à le cuire. Après l'horrible barbecue, Ryoko jette les restes du bout dans une fosse, riant triomphalement en proclamant sa victoire. Pendant ce temps, Hiragi et son équipe, ayant été séparés lors de l'accident, parviennent à retrouver Azuma. Frustré par leur défaite contre Entei, Hiragi blâme son équipe, éclatant de colère et frappant son Bubuki contre un mur, les traitant d'inutiles. Les tensions montent alors qu'une dispute éclate entre Hiragi et Ugi qui ont des idées contradictoires sur la façon dont Bubuki devrait être traité. Juste à ce moment-là, Ryoko arrive et révèle des informations inquiétantes sur l'île flottante, déclarant que la mère d'Azuma est morte parce qu'un autre Baranki est tombé du nid dans le ciel. Cette nouvelle dévaste Hiragi et les autres, qui espérait revoir Migiwa. Malgré les affirmations de Ryoko sur la mort de Migiwa, Azuma refuse de la croire. Il soutient que si Migiwa était vraiment parti, plus de Barankis seraient tombés du ciel. Alors que Ryoko se prépare à utiliser son Baranki pour éliminer Hiragi et les autres, Azuma dégage une nouvelle confiance et insiste sur le fait qu'il ne mourra pas. Il supplie ses coéquipiers de lui confier leur Bubuki afin qu'ils puissent tenir tête à Ryoko et son Baranki. Sa confiance surprend l'équipe, surtout Ugi, qui ne s'attendait pas à une telle détermination de sa part. Quelques secondes plus tard, Uji et les autres remettent leur Bubuki à Azuma, créant un nouveau Baranki. Au début, Ubu subit un coup brutal d'Entei, mais Azuma encourage l'équipe à synchroniser leurs attaques. Cette stratégie porte ses fruits lorsque Ubu assène un coup de poing puissant à Entei. À la surprise générale, Ryoko parvient à résister au coup, mais elle vacille bientôt alors qu'Azuma amplifie le coup, le soulevant même dans les airs. Le combat se termine avec Azuma s'effondrant d'épuisement tandis que Ryoko s'échappe avec Entei. Plus tard, Ryoko informe Matobai de leurs prochaines étapes avant de succomber à l'inconscience à cause de la bataille. Pendant ce temps, Azuma et Hiragi fuient la zone avec le reste de l'équipe. Il y a environ 10 ans, quelques heures avant qu'Ubu n'atteigne la surface, un état d'urgence national a été déclaré, déclenchant des plans d'évacuation pour les citoyens. À ce moment-là, Ryoko a saisi l'occasion de combattre les Barankis tombant du ciel, instillant la peur parmi les survivants avec leur incroyable puissance. Malgré la défaite des Barankis, Ryoko n'était pas une héroïne, cela marqua le début de son règne dans la ville. À présent, Azuma marche avec Hiragi et le reste de l'équipe vers un lieu désigné. En chemin, il se présente et apprend les noms de ses coéquipiers. Plus tard dans la soirée, ils arrivent à leur destination, où ils rencontrent une femme séduisante
séduisante nommée Orino. Au départ, elle suppose que Hiraji et son équipe ne survivront pas à leur rencontre avec Ryoko, donc elle est surprise de voir Azuma et les autres. Orino se présente à Azuma, apparemment captivée par lui, et commence à évaluer son caractère par le contact visuel. Après quelques réflexions, elle remarque qu'Azuma est plus qu'il n'y paraît. Pendant ce temps, Hiraji insiste sur le fait qu'ils se sont reposés suffisamment longtemps et qu'ils devraient partir pour l'île flottante, mais ses coéquipiers, encore fatigués, remettent en question son empressement. Alors qu'Uji prépare le dîner, Hiragi se sent frustré par le retard, voulant partir rapidement. Quelques minutes plus tard, le dîner est prêt et ils se rassemblent autour de la table pour déguster une variété de plats. Bien qu'il désapprouve initialement l'idée du dîner, Hiragi découvre que la nourriture est délicieuse et finit par apprécier le repas. Pendant qu'Hiragi explique la situation au Japon sous le contrôle de Ryoko depuis 10 ans, il souligne que personne n'ose s'opposer à elle, mais révèle un plan pour la vaincre elle et Hantei. Sa stratégie consiste à amener Migiwa du nid de Baranki, car elle a déjà vaincu Ryoko. Hiragi exprime sa confiance dans son plan et Orino confirme cette histoire, laissant Azuma stupéfait car il n'était pas au courant d'un tel événement. Pendant ce temps, à la station Mejiro, les membres du personnel surveillent les activités des utilisateurs de Bubuki. Matobai, qui est présent, sirote de la bière, frustrant un membre du personnel qui le compare à un chien de garde stupide. Quelques instants plus tard, en surveillant les écrans, Matobai détecte un Bubuki en mode furtif, choquant les autres. Lorsqu'on lui demande comment il l'a remarqué, il refuse de répondre et quitte la pièce. Une fois à l'extérieur, il localise avec succès un Tsubuki et termine avec un sourire inhabituel. Plus tard dans la nuit, Orino guide le groupe vers une installation qui détient toutes les informations sur les Babuki. Bien que certains Babukis soient présents, elle rassure tout le monde en disant qu'ils ne représentent aucune menace car leurs globes oculaires ont été détruits, les rendant incapables de régénérer les parties du corps endommagées. Orino explique que les différents Babuki utilisés par Hiragi et les autres font partie du cœur du Bu, transmis à travers les générations de leur famille. Curieux, Azuma se demande pourquoi les Babukis forment des contrats avec leur maître, mais Orino admet qu'elle ne sait pas. Hiraji interroge alors Azuma sur la raison pour laquelle il est tombé du ciel avec les autres Barankis. Surtout qu'il y avait la paix avant cet événement. La question déstabilise Azuma, et lorsque Hiragi devient agressif, il traîne Azuma dehors pour répéter la question. Azuma répond que c'était de sa faute, ce qui frustre Hiragi. Il exige alors le cœur d'Ubu d'Azuma, mais quand Azuma refuse de le lui remettre, Hiragi l'attaque, mettant Azuma à genoux. Alors que Hiragi s'apprête à porter un coup final, un champ de force protège Azuma, lui permettant de riposter. Il s'engage dans un combat au corps à corps sous les yeux attentifs de Uji et des autres. Azuma est déterminé à ne pas céder le cœur, car c'est sa dernière connexion avec sa mère. Finalement, il bat Hiraji et l'aide à se relever. Cependant, Hiragi riposte avec un coup de poing dans l'abdomen d'Azuma avant de partir en colère. Asabuki s'approche d'Azuma, vérifiant s'il va bien, et souligne que Hiraji n'est pas une mauvaise personne. Il veut simplement rendre le monde meilleur pour son père. Quelques minutes plus tard, Orino suggère à tout le monde de prendre une douche pour se rafraîchir pour la nuit. Ailleurs, Arabashiri Suya, un des sujets de Ryoko, est en mission d'exploration à bord d'un navire. Sous leur vaisseau, un Buranki actif s'agite. De retour dans la tanière de Orino, Hiraji et les autres se détendent dans un bain chaud, les dames se baignant séparément tandis qu'Azuma et Hiraji partagent la même baignoire. Pendant leur bain, Hiraji raconte que son père a combattu aux côtés de Migiwa et des parents d'Asabuki pour vaincre Hantei. Il explique que son père se noie maintenant dans l'alcool tous les jours et Hiraji ne peut pas le supporter. Il espère que vaincre Ryoko ouvrira les yeux de son père sur un avenir plus radieux. À minuit, Hiraji et Azuma sentent tous deux une présence étrangère dans le bâtiment. Ils prennent position de garde près des fenêtres, juste au moment où Matobi entre facilement. Quelques instants plus tard, Asabuki se réveille et trouve Matobi dans la pièce, sa colère débordant lorsqu'elle se rappelle comment il a tué son père. Remplie de rage, elle jure de faire payer Matobi pour ses actions. Le combat entre Asabuki et Matobi commence alors que les deux côtés lancent leurs premières attaques. Asabuki a du mal à suivre et est bientôt jeté au sol. Juste au moment où Matobi s'apprête à porter un coup fatal, Azuma arrive juste à temps pour la sauver avec son bouclier. Hiragi et le reste de l'équipe se rassemblent pour affronter Matobi. Lorsqu'Azuma tente d'utiliser le cœur du Bu pour invoquer le Buranki, il échoue car Matobi possède le cœur d'Hantei. Matobi mentionne alors les légendaires batailles de Bubuki entre utilisateurs. Pendant ce temps, un utilisateur de Bubuki nommé Tsuwabuki Akihito est assis seul dans ses chambres. Dehors, Suya vise une décharge d'énergie sur le bâtiment, mais l'incroyable défense d'Akihito la neutralise. Il devient clair que les deux se connaissent. Dans leur conversation, Suya informe Akihito que Ryoko a commencé le combat de Bubuki et laisse entendre qu'une personne d'intérêt est impliquée, éveillant la curiosité d'Akihito. De retour au combat, Matobi déclare Asabuki son adversaire puisqu'il manie le même type de Bubuki. Un dispositif vert apparaît sur leurs mains, signalant le début de leur bataille sans que personne ne soit autorisé à intervenir. Asabuki fait un mouvement rapide pour porter le premier coup. Uji
est impatient d'intervenir, mais Horino le met en garde, insistant sur le fait qu'il devrait partir pour le nid de Buranki aussi vite que possible. Quelques minutes plus tard, Hiraji et les autres, sauf Asabuki, quittent les lieux et arrivent à une gare secrète qui les transporte vers le nid de Buranki, également connu sous le nom d'île flottante. Pendant ce temps, Azuma se sent obligé de rester et de regarder le combat entre Asabuki et Matobi et exprime son désir de partir. Au début, Hiragi désapprouve, mais après qu'Horino l'ait convaincu, Azuma décide de démarrer le train et de partir. De retour dans le combat, la rage d'Asabuki s'intensifie, alors que Matobi se moque de son père. Malgré sa fureur, elle a du mal à porter un coup, tandis que Matobi esquive facilement toutes ses attaques. 10 ans plus tôt, nous voyons Genma, le père d'Asabuki, passer du temps avec elle alors qu'il était encore en vie. Un jour, Matobi arrive avec ses hommes, exigeant que Genma sorte. Genma demande à Asabuki de l'attendre à un endroit précis pendant qu'il va régler ses affaires avec Matobi. Il devient clair que Genma était le précédent contrôleur du Bubuki d'Asabuki, et Matobi cherche à régler le légendaire combat de Bubuki avec lui. Alors que Genma refuse de se battre, Matobi s'agite et menace de le tuer. Juste au moment où Matobi s'apprête à appuyer sur la gâchette, Asabuki sort de sa cachette pour rejoindre son père, choquant Matobi. Il réalise que Genma essaie de se cacher parce qu'il a une fille. Malgré cette révélation, Matobi vise toujours son arme sur Genma. En réponse, Asabuki crie, faisant involontairement apparaître son Bubuki, qui attaque alors Matobi. À ce moment-là, Asabuki comprend peu ce qu'est un Bubuki ou comment le contrôler. Matobi, sentant la menace, tire sur le Bubuki, le retenant au sol. Ensuite, Genma demande à changer d'endroit et ordonne à sa fille, Asabuki, de rester sur place. Quelques instants après le départ de Genma, Asabuki entend un coup de feu et va enquêter. Elle trouve son père allongé sur le sol, le sang s'écoulant de ses blessures et sa conscience s'évanouissant. En larmes, elle réalise qu'il est proche de la mort et elle crie de douleur alors qu'il meurt. Dans le présent, Asabuki est allongé affaibli sur le sol après avoir subi des dommages importants de la part de Matobi. Il vise l'œil du Bubuki avec son arme, prêt à porter un coup fatal, mais Azuma arrive juste à temps pour intervenir. Matobi est frustré par l'intervention d'Azuma, mais Azuma repère des failles dans les règles et les exploite à son avantage. Contrarié, Matobi tire de nombreux coups sur Azuma, affaiblissant et désactivant finalement son bouclier. Alors qu'Azuma tombe au sol, Asabuki trouve une nouvelle force et attrape les mains de Matobi avec son Bubuki, menaçant de les briser s'il appuie sur la gâchette. Malgré sa détermination, Matobi pointe son arme vers le haut et tire plusieurs balles sur elle. Juste à ce moment-là, un train fonce vers Matobi et il tend les mains pour l'empêcher de l'écraser. Alors que l'intensité du train s'abat sur lui, Matobi réalise qu'il doit abandonner son combat contre Asabuki pour sauver sa propre vie. L'issue de la bataille perdue de Matobi contre Asabuki rend son arme, qui est un Bubuki, temporairement inutile. Pendant ce temps, Hiragi et le reste de l'équipe sont dans le train en direction de leur prochaine destination, l'île flottante. Asabuki sert une photo que son père lui a donnée avant sa mort, montrant une image de l'île flottante. Elle la montre à Azuma, partageant que son père a toujours rêvé d'y aller. Quelques minutes plus tard, Suya monte dans le train et engage son combat de Bubuki avec Uji. Pour une raison inconnue, Uji semble furieux à la vue de Suya et se bat férocement contre lui. Il devient clair qu'ils ont un passé commun lorsque Suya utilise sa bague pour projeter un souvenir du passé pendant leur combat. Au fur et à mesure que la bataille progresse, Azuma tente d'intervenir, mais est rapidement surpassée par la compétence supérieure de Suya. Après qu'Uji ait repris son souffle, elle ordonne à Azuma d'arrêter de se battre et lui assure qu'elle s'occupera seule de Suya. Une fois qu'Azuma et les autres quittent le toit du train, Suya reprend son combat avec Uji, semblant savourer la confrontation. Il se positionne étrangement près d'Uji, ce qui éveille les soupçons de Hiraji à propos de Suya. En utilisant son Bubuki, Suya déclenche plus de souvenirs pour Uji. La scène revient à une époque où des policiers ont accosté Uji croyant qu'elle possédait un Bubuki. Leur traitement envers elle est dur, ce qui pousse Suya à intervenir et à battre les officiers, sauvant ainsi Uji. Lorsque Uji découvre que Suya est un utilisateur de Bubuki, elle est choquée et insiste sur le fait qu'elle n'a pas de Bubuki et qu'elle n'en utiliserait jamais un même si elle en avait un. Alors que la brève conversation se termine, Suya s'éloigne. Elle reprend ses esprits et avertit Suya d'arrêter de lui montrer ses souvenirs troublants. Pendant ce temps, Asabuki trouve Azuma et l'informe qu'Horino a besoin de son attention. De retour dans la bataille en cours entre Suya et Uji, Suya active à nouveau son Bubuki, déclenchant un autre souvenir pour Ugi. Dans ce souvenir, plusieurs années auparavant, Uji reprend conscience en plein vol, se retrouvant en train de chuter à travers les nuages. Suya, également en train de tomber, révèle qu'il travaillait sous couverture pour le gouvernement. Il s'excuse auprès d'Uji de l'avoir impliqué dans ses problèmes, expliquant que son identité a été compromise par l'ennemi qui a piégé son avion pour qu'il explose, menant à leur chute actuelle. Dans le présent, Uji est furieuse à propos de la tromperie passée de Suya. Elle se sent enragée d'avoir cru à ses mensonges, mais Suya rétorque qu'elle a pu utiliser son Bubuki lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Pendant ce temps, Azuma et Hiraji arrivent à l'emplacement de Horino dans le train, recevant des informations urgentes
que le Buranki tombé dans l'océan s'est réveillé. Notant la menace de destruction pour une ville voisine, Azuma suggère qu'il se dirige vers la ville avant que le Buranki ne frappe. Initialement, Hiraji résiste à la décision d'Azuma, mais Azuma le convainc de l'urgence. Quelques secondes plus tard, Hiraji et Azuma montent au sommet du train où ils découvrent que certaines des cordes retenant les parties du bout se sont détachées. Hiraji utilise rapidement son Bubuki en forme de lance pour sécuriser l'une des cordes, empêchant les parties du bout de tomber. De retour dans le combat contre Suya, Uji commence à se souvenir de son passé alors qu'elle tombait du ciel sous l'influence de Suya. À quelques milliers de pieds au-dessus du niveau de la mer, Suya remet à Uji un objet censé servir de parachute et lâche sa main. L'idée que Suya tombe à sa mort trouble profondément Uji, la poussant à invoquer 2 Bibukis pour obtenir de l'aide. L'un des Bibukis descend pour aider Suya à atteindre le sol en toute sécurité. Dans le présent, Uji est furieuse parce que les actions de Suya dans le passé étaient une ruse pour la faire invoquer ses Bibukis. À l'emplacement du bout, Azuma lutte pour renforcer l'une des cordes tout seul et Hiraji intervient pour le soutenir. Cause la force d'une des cordes envoie Azuma dans les airs, mais Asabuki intervient et le sauve d'une chute mortelle. Lors de l'incident précédent, après avoir survécu à leur chute, Suya demande à Ugi pourquoi elle déteste les Bibuki, à quoi elle répond qu'ils n'apportent rien de bon. Suya converse avec Ugi, essayant de changer son opinion sur les Bubukis, et il semble faire des progrès. Il lui propose même de sortir avec lui en plaisantant, et à sa surprise, elle accepte. Un soir, ils discutent du nid des Buranki, ou de l'île flottante, qui est le foyer des Buranki. Suya exprime son désir d'en savoir plus sur les Bibuki et de voir l'île par lui-même, étant le lieu de naissance de tous les Bibuki. Dans le présent, toujours sous le charme de Suya, Ugi ignore que Suya prévoit de prendre le contrôle de ces 2 Bibukis. Juste au moment où il s'apprête à lui porter un coup final, l'un des Bibuki d'Uji déclenche sa conscience. Elle contre rapidement en balayant Suya du sol. Avant qu'il ne soit hors de portée, Ugi attrape Suya et exige de savoir pourquoi il est revenu après si longtemps. Au début, Suya essaie de se sortir de la situation par le charme, mais les choses s'enveniment lorsque Uji le menace avec ses Babukis. Prenant conscience de la gravité du moment, Suya révèle qu'il veut prendre les 2 Babukis d'Uji parce que le cœur du bout a refait surface. Uji, déterminé à ne pas laisser cela se produire, détruit le Babuki de Suya, le faisant tomber au sol. Plus tard, Uji montre à Azuma une photo de l'île flottante, exprimant son désir de la voir par elle-même, car c'est aussi le lieu de naissance d'Azuma et de sa mère. Pendant ce temps, Asabuki et Hiragi remarquent quelque chose d'étrange chez Horino, qui se tient au-dessus d'une Chizuru affaiblie. Hiragi, frustré par la situation, interroge Horino sur ses intentions alors qu'elle retient Ugi sous son talon. Il est alors révélé que Horino est une identité empruntée, et que son vrai nom est Zetsubi Azama, l'un des sujets de Ryoko, et une utilisatrice de Babuki. Lorsqu'elle révèle sa véritable identité, Uji et les autres sont choqués, tandis que Hiraji exige de savoir pourquoi elle les a aidés tout ce temps. La réponse de Azama est glaçante, elle l'a simplement fait pour passer le temps, ce qui ne fait qu'alimenter davantage la rage de Hiragi. Quelques secondes plus tard, Hiraji initie une bataille légendaire de Babuki avec Azama, portant le premier coup. Elle disparaît et réapparaît derrière Hiragi. Hiraji est choqué, alors que Azama en profite pour se moquer d'Azuma, examinant son visage de près. Pendant ce temps, à des kilomètres du train, Suya est à côté de Tsukihito dans un véhicule en mouvement, révélant qu'il a survécu à la chute et qu'Akihito est en route pour rejoindre la bataille sur le train. De retour en ville, des annonces générales sont faites aux citoyens, les conseillant d'évacuer en raison de l'activité des Buranki dans la région. Dans le train, Hiraji est furieux, réalisant que Azama a fait semblant de travailler avec eux juste pour s'approcher suffisamment pour le tuer. Azama exprime alors son souhait absurde de jeunesse éternelle. Lorsque Hiraji tente de l'attaquer à nouveau, il trouve presque impossible de lui porter un coup à cause de ses pouvoirs. Azama manie un Babuki qui lui permet de manipuler le temps, bien que de manière limitée. Lorsque Hiragi est comparé à son père, il réagit de manière excessive, chargeant à nouveau Azama, mais échoue finalement et subit des dégâts de sa part. À ce moment-là, Azama a Hiragi dans une position vulnérable et lance un sort final qui le rend inconscient. Quelques instants plus tard, Akihito arrive dans le train avec Suya. Cependant, Chizuru commence à se comporter de manière inhabituelle. Akihito identifie Chizuru comme un génie de l'équipe de Hiraji et se prépare à engager un combat de Babuki avec elle. Alors que le combat commence, Chizuru lance des attaques calculées qu'Akihito a du mal à contrer efficacement. Le combat entre Chizuru et Akihito est extrêmement déséquilibré, laissant Asabuki et les autres, y compris Suya, stupéfaits par les compétences remarquables de Chizuru en combat. Pendant ce temps, Hiraji est inconscient, rêvant de son passé avec son père. Pendant ses souvenirs, Hiraji faisait souvent face à des remarques négatives de ses pairs à cause des habitudes de boisson de son père. Un jour, il pousse son père à terre, excédé par ses actions. Même si son père s'était allié avec Migiwa pour combattre Ryoko dans le passé, il qualifie Migiwa de sorcière, ce qui met Hiraji en colère. Il avertit son père de le laisser tranquille, affirmant qu'il n'est plus un enfant. Dans le présent, Hiraji reprend conscience et est déterminé à reprendre son combat avec Azama. Cependant, Azama ne montre aucun intérêt à se battre pour l'instant car elle est absorbée par le duel entre Akihito et Chizuru. Leur combat capte l'attention de tout le monde à bord du train et Hiraji est surpris de réaliser que Chizuru est le génie de son équipe. Ailleurs, Matobi rencontre Ryoko chez elle
et remarque quelque chose de troublant dans son comportement. Après un court moment, Ryoko redevient elle-même et souligne la nécessité d'éliminer les Buranki. À la fin de leur conversation, Matobi s'excuse d'avoir perdu son combat contre Asabuki et promet de compenser ses lacunes. De retour dans le train en mouvement, Shizuru continue de combattre Akihito sans effort, lançant plusieurs attaques. Le combat se poursuit un moment jusqu'à ce qu'Akihito parvienne à bloquer l'un des coups féroces de Shizuru. Il devient évident qu'ils se connaissent, car Akihito semble vraiment heureux de voir Shizuru, même en plein combat. Dans un flashback, nous voyons Akihito rendre visite à la mère de Shizuru, qui est sa sœur. Lors de cette visite, Shizuru se comporte étrangement, ce qui inquiète beaucoup sa mère. Elle dessine le même tableau chaque jour, mais sa mère a du mal à en comprendre le sens. Plus tard dans la journée, Akihito arrive à la porte de Shizuru et tente de communiquer avec elle. Quelques minutes plus tard, alors qu'il s'apprête à partir, Shizuru glisse un mot sous la porte pour lui. Le mot présente le même dessin sur lequel elle travaille, mais quand Akihito examine attentivement les autres dessins, il réalise que Shizuru a essayé de transmettre un message secret. Sa mère souhaite que Shizuru soit une enfant typique, mais Shizuru se sent incapable de l'être. Elle se voit comme une pierre et Akihito l'encourage à embrasser son unicité et à être la meilleure version d'elle-même. Dans le présent, Shizuru semble fatigué après un combat difficile avec Akihito. Soudain, le Buranki qui s'était écrasé dans la mer s'approche de la position du train, laissant Azuma choqué. Le train déraille en tentant de naviguer sur une route, provoquant la chute d'Azuma et des autres au sol. Alors que les événements se déroulent, Shizuru a du mal à utiliser efficacement son Babuki contre Akihito, ce qui la met en désavantage. Submergée par l'émotion, elle tombe à genoux et commence à pleurer. Akihito tente de la consoler, mais ses mots ne plaisent pas à Hiragi, qui ordonne alors à Shizuru de riposter. Cependant, elle reste figée sur place. Azama, présent sur les lieux, rit de Hiragi et se moque de lui, provoquant sa colère. Déterminé à prouver sa valeur, Hiragi charge à nouveau Azama, convaincu qu'il gagnera cette fois. Au début, Azama esquive son attaque et riposte avec un coup qui met Hiragi à terre. Sans se décourager, il se relève rapidement, prêt à continuer le combat. Pendant leur échange, Hiragi dit quelque chose qui déclenche Azama, la poussant à perdre sa concentration. Saisissant l'opportunité, Hiragi lance une attaque puissante, aidée par son Bubuki, endommageant Azama avec succès. Dans le feu de l'action, il détruit son Bubuki, mettant leur confrontation en pause temporaire. Ailleurs, Azuma lutte contre la pression du Buranki qui se dévoile, finissant par être écrasé au sol. Pendant ce temps, Asabuki crie d'alarme en voyant le chaos qui se déroule autour d'eux. Quelques secondes avant qu'Azuma ne soit écrasé par le Buranki sans tête, il se tient sur un trottoir élevé, fixant l'énorme entité. Alors qu'il la contemple, des souvenirs affluent de l'époque où le Buranki était celui dont sa mère le protégeait pendant son séjour sur l'île. Asabuki remarque qu'Azuma est perdu dans ses pensées et saute en action pour le sauver d'un point venant du Buranki ennemi. Quand Azuma tombe au sol, le Buranki lève sa jambe pour l'écraser. À présent, Uji intervient juste à temps pour sauver Azuma d'être écrasé par le Buranki sans tête, tandis que le reste de l'équipe se rassemble pour se préparer au combat. Une fois réunis, ils combinent leur Bubuki avec le cœur d'Ubu pour former le Buranki correspondant. Le Buranki sans tête, qui s'éloignait de la confrontation, se retourne soudainement en réponse à la présence d'Ubu. Après la transformation d'Ubu, Hiragi et le reste de l'équipe se retrouvent mieux synchronisés avec leur Bubuki, même à l'intérieur d'Ubu. Ils se joignent les mains, canalisant leur énergie pour faire entrer Ubu en combat avec le Buranki sans tête. Le choc commence alors qu'Ubu lance un coup de poing puissant. Cependant, le coup de poing s'avère inefficace. La perte d'un membre est ressentie vivement par Azuma, car il est le cœur d'Ubu, laissant Hiragi et les autres sous le choc face à la force immense de leur ennemi. D'un seul coup de représailles, le Buranki sans tête vainc Ubu. Après la défaite d'Ubu, le Buranki sans tête commence à s'éloigner de la scène tandis que Azama et son équipe restante analysent leurs prochaines étapes. Pendant ce temps, Azuma reprend conscience après s'être évanoui à cause de la bataille intense. Inquiète pour lui, Asabuki vérifie s'il souffre. Azuma se lève rapidement et se précipite dans la direction du Buranki sans tête. Au cœur de la ville, Ryoko se prépare pour la bataille alors que son Buranki est en route vers l'emplacement de Mazama. Ces sujets, qui se trouvent actuellement sur le site du Buranki sans tête, délibèrent sur leur stratégie contre l'ennemi. Peu après, Matobo arrive, leur fournissant des objets qui se transforment à nouveau en leurs anciens Bubuki. Dans un effort coordonné, tous, à l'exception de Azama, lancent des attaques synchronisées contre le Buranki sans tête. Pendant ce temps, Azuma confronte Azama, exigeant de savoir pourquoi elle a trompé son équipe. Leur conversation révèle qu'Azama croit qu'Ubu a échoué parce qu'Azuma n'a pas pu exploiter son véritable potentiel. Elle reconnaît qu'Azuma ressent de la douleur, car il est en phase avec la souffrance d'Ubu, une connexion qu'elle comprend parce que Ryoko ressent la même sensation. Alors que la bataille fait rage, le Buranki sans tête bat facilement Suya et les autres, ne montrant aucun signe de dommage malgré leurs meilleurs efforts pour riposter. Soudain, un portail s'ouvre au-dessus du Buranki, modifiant le champ gravitationnel dans la zone et attirant certains soldats dans les airs. Heureusement, Azuma et les autres utilisateurs de Bubuki ne sont pas affectés grâce au champ de force protecteur
protecteurs qui les entourent, leur permettant de rester au sol au milieu du chaos. Alors que la situation se détériore, Ryoko arrive avec son Buranki, Entei, prête à affronter le Buranki sans tête. Une bataille féroce s'engage, alors que Ryoko prend le contrôle total d'Entei pour porter le premier coup. Cependant, le Buranki sans tête se remet rapidement du coup et contre-attaque rapidement, maîtrisant Entei et l'envoyant s'écraser au sol. Entei est en grand désavantage, combattant sans ses membres, qui ont été détruits par Migiwa dans le passé. Malgré les obstacles, Ryoko réévalue sa situation et reprend son combat contre le Buranki sans tête, parvenant à endurer les dégâts. Le sang coule de sa tête, mais elle rit à travers la douleur, assénant de puissants coups de poing à son ennemi en utilisant Entei. Suya et son équipe s'inquiètent de plus en plus pour Ryoko, craignant que si elle continue à se battre à ce rythme, elles ne survivent pas. Avec cela à l'esprit, Azama exhorte Hiragi et son équipe à prêter leur Bubuki afin qu'ils puissent servir de membres pour Ryoko pendant le combat. Au début, Hiragi hésite, mais en reconnaissant le danger auquel le monde est confronté, Azuma accepte le plan. Une fois qu'Entei reçoit les membres empruntés, il prend l'avantage dans le combat avec Ryoko, le contrôlant énergiquement. Elle se délecte de la puissance de combattre à nouveau avec des membres complets. Le Buranki sans tête, sentant le changement de dynamique, se tourne pour observer qu'Entei est toujours prêt pour le combat. Après avoir échangé des attaques féroces, Entei prend le dessus, déchirant le Buranki sans tête en deux, laissant Azuma et les autres admiratifs de la force de Ryoko. Après sa victoire, Ryoko s'éloigne en flottant et les membres empruntés se détachent d'Entei. Plus tard, au coucher du soleil, Asabuki pleure son Bibuki, qui a été brûlé à la suite du combat de Ryoko. Le reste de l'équipe partage son chagrin, et Hiragi remarque qu'ils ne peuvent plus utiliser leur Bubuki dans leur état actuel. Alors qu'Azuma s'éloigne de la scène, Asabuki s'enquiert de leur prochain objectif. Hiragi exprime sa désillusion, estimant que tout est fini à cause de la trahison de Azama. Dans un moment de découverte, Azuma trouve un passage secret sur une carte holographique menant à l'île flottante. Hiragi hésite en voyant la carte, incertain de la suivre. Cependant, Azuma l'encourage à faire confiance à la carte et à découvrir où elle mène. Ailleurs, un homme observe silencieusement la bataille précédente entre Entei et le Buranki sans tête. Après avoir assisté à l'affrontement puissant, il parle à son équipe de la situation actuelle au Japon, soulignant la nécessité de rétablir l'équilibre dans le monde. Son équipe se compose de dames et de messieurs, tous utilisateurs de Bubuki. Le lendemain, Hiragi est dans un train lorsqu'il remarque un jeune adolescent nommé Epizo Evans, marchant le long des voies, avec un casque sur les oreilles. La musique forte dans les oreilles d'Evans l'empêche d'entendre le klaxon du train de Hiragi. Hiragi applique brusquement les freins pour éviter un accident tragique. Juste au moment où le train est sur le point de percuter Evans, il saute sur le côté des rails, échappant de justesse au danger. Après que le train s'arrête, Hiragi descend pour vérifier Evans, qui est allongé sur le sol presque inconscient. Quelques minutes plus tard, Evans reprend conscience et commence à montrer des signes d'hyperactivité. Il se présente avec enthousiasme à Hiragi et aux autres, tandis qu'Azuma révèle sa propre identité. Curieux, Uji demande Evans sur la raison pour laquelle il n'a pas évacué la zone comme les autres résidents. Il devient vite clair qu'Evans n'est pas au courant de la situation qui se déroule dans la ville, ce qui explique sa promenade insouciante. Lorsqu'Evans apprend qu'Hiragi et son équipe sont en voyage, il saute de joie et exprime son désir de les rejoindre. Azuma essaie d'expliquer que rejoindre leur groupe mettrait la vie d'Evans en danger, mais la vue du danger n'excite que le jeune garçon. Indifférent au danger potentiel, Evans reste désireux de faire partie de l'aventure de Hiragi et Azuma. Ailleurs, deux sœurs jumelles, Gianna et Lyudmila, discutent du rôle de Ryoko dans la récente bataille de Baranki. Les deux sœurs sont des utilisatrices de Bubuki et elles élaborent des stratégies sur leurs prochaines étapes dans le conflit en cours. Plus tard dans l'après-midi, Matobi interroge un utilisateur russe de Bubuki sur sa présence dans le bâtiment. Soudain, une explosion secoue la structure près du coffre-fort, révélant que le garçon russe n'était qu'un leurre destiné à distraire Matobi. Un utilisateur de Bubuki non identifié vole avec succès le cœur d'un Baranki qui avait été sécurisé dans le bâtiment, laissant Matobi visiblement frustré. Pendant ce temps, dans le train, Evan commence à flirter avec Asabuki, ce qui irrite Hiragi. Alors que les tensions montent, un utilisateur de Bubuki, nommé Uarglahara, commence à tirer sur le train en descendant d'une haute falaise. Dans une révélation surprenante, Evans admet être au courant des Barankis, car il possède lui-même un cœur. Il s'effondre soudainement de douleur, se plaignant que le cœur de son Baranki a cessé de battre, laissant Azuma sans voix. Evans se relève alors avec difficulté et déclare qu'il veut le cœur d'Azuma en remplacement. Alors que Hara continue de tirer sur le train, Evans tombe, mais un Bubuki vient à son secours, l'aidant à retrouver son équipe en haut de la falaise. Une fois au bord de la falaise, Evans rencontre trois utilisateurs de Bibuki, Luis Garcia, Farah Umlof et Domina Dorsey, qui engagent immédiatement Hiragi et les autres dans un combat. Uji, intrigué par la situation, demande l'identité de ses adversaires. Chacun d'eux possède un Bibuki lié à un Baranki appelé Megalara. Son adversaire Farah en profite et bat facilement Uji après une confrontation physique brève mais intense. Quelques minutes plus tard, Azuma arrive dans l'arène de combat, impatient de rejoindre la bataille. Luis est surpris,
car ils ne s'attendaient pas à ce que le porteur du cœur entre en combat. Hiraji porte le premier coup contre leurs adversaires, créant une ouverture pour qu'Azuma délivre un puissant coup de grâce. Il réalise soudain qu'il ne peut pas accéder au cœur du bout. Pendant ce temps, Chizuru est assise seule dans le train réfléchissant à ce qu'Akihito lui avait dit plus tôt. Juste à ce moment-là, Gianna et Lyudmila arrivent sur les lieux, interrompant son moment de contemplation. Lorsqu'elles tentent de l'attaquer, Chizuru esquive leurs coups sans effort, sans transpirer. Malgré deux adversaires, elle reste calme et imperturbable, choquant les sœurs jumelles. Un combat s'engage alors que les jumelles s'allient pour abattre Chizuru. Bien que Chizuru continue d'éviter leurs attaques avec aisance, elle finit par perdre sa concentration et se fait frapper au sol. Les jumelles manient des babukis qui font partie d'un baranki nommé Zanpaza, ce qui suggère qu'elles connaissent peut-être Akihito. Il devient clair qu'Akihito a entraîné les jumelles au combat physique, ce qui explique pourquoi elles parviennent à attaquer quelqu'un d'aussi redoutable que Chizuru. Ailleurs, Sueya surveille les signes vitaux de Ryoko sur un moniteur. Il semble paranoïaque en observant que son état se détériore, indiquant qu'elle est en mauvaise forme après ses récents combats. Après un certain temps, les signes vitaux de Ryoko se stabilisent, mais Sueya la rassure en disant que tout ira bien. Pendant ce temps, en ville, les deux utilisateurs de Babuki, responsables du vol du cœur du Baranki sans tête sous la garde de Matobi, aperçoivent Akihito de loin. Ils le reconnaissent comme la personne qui a entraîné leurs coéquipiers, Gianna et Lyudmila. Lorsqu'ils engagent le combat avec Akihito en plein vol, ils esquivent habilement toutes ses attaques, se retirant dans le ciel avec l'aide de leur Babuki. En l'air, l'un d'eux remarque qu'Akihito n'est plus l'homme qu'il était, mais son coéquipier rétorque en fournissant des preuves qu'Akihito aurait pu les vaincre s'il l'avait voulu. Ailleurs, les jumeaux ont réussi à maîtriser Chizuru, affirmant qu'Akihito avait fait une déclaration importante à son sujet. Intrigués, Chizuru leur demande ce qu'Akihito a dit, mais les jumeaux restent silencieux et lancent une autre attaque contre elle. De retour sur la falaise, Hiraji fait face à une forte résistance alors que le cœur du bout s'arrête soudainement de battre. Avec une rafale de tirs dirigée vers le bouclier de Hiraji, son intensité diminue rapidement. Louis voit l'opportunité et s'approche, déterminé à détruire le bouclier et à prendre l'avantage dans la bataille. Hiraji tombe inconscient au sol après que son bouclier ait cédé sous les dégâts. Pendant ce temps, Louis respecte le risque pris par Hiraji pour sauver Azuma, mais méprise Azuma, le supposant égoïste. L'objectif de Louis est d'obtenir le cœur du bout, alors il s'approche d'Azuma pour porter le coup final. Juste au moment où Louis se prépare à frapper, Evans lui dit d'arrêter et propose de finir Azuma lui-même. Ailleurs, les jumelles coordonnent une attaque contre Chizuru, mais elles l'esquivent rapidement. Chizuru vise alors son Babuki sur les sœurs et les force à révéler ce qu'Akihito a dit d'elle dans le passé. Les jumelles divulguent qu'Akihito a décrit Chizuru comme non humaine, la comparant à une pierre. Cette révélation fait craquer Chizuru et elle bat facilement les jumelles sans transpirer. Chizuru s'accepte maintenant et se sent mieux que jamais. De retour sur la falaise, Evans engage un combat à main nue avec Azuma, lançant une série de coups de poing. Au début, Evans évite les attaques d'Azuma, mais Azuma finit par érafler le visage d'Evans. Azuma devient plus sérieux, réalisant qu'il a une chance de se battre contre son adversaire. Louis et les autres regardent le combat, amusés par le combat de Hiraji. Pendant l'affrontement, Azuma voit des souvenirs tristes d'Evans, et Evans révèle qu'il a vu certains des souvenirs tristes d'Azuma, reconnaissant qu'ils ont tous deux traversé beaucoup de choses. Quelques secondes plus tard, leur combat se termine alors qu'Evans se retire, laissant son équipe choquée. Il déclare ensuite qu'il ne prendra pas le cœur du bout, mais qu'il trouvera un moyen de faire battre à nouveau son cœur. Ryoko, visiblement préoccupée après avoir subi de lourds dégâts, reçoit des conseils de Azama pour donner la priorité à son bien-être, en présence de Sueya, Akihito et Matobi. Azama révèle que le cœur de Baranki volé était un faux, montrant le vrai. Plus tard, Hiraji, inconscient à cause de l'effort précédent, voyage en train avec d'autres par une route secrète sous-marine. Azuma s'inquiète du cœur immobile du bout, rassuré par Asabuki, jusqu'à ce qu'elle découvre que leur train est submergé. Pendant ce temps, sur un yacht au-dessus, Evans rapporte nerveusement son échec à Monsieur Guy, mais reçoit étonnamment des remerciements inattendus. Profondément sous l'eau, Dersu et son frère rapportent leur vol d'un faux cœur à Maxime, qui les réprimande, mais charge ensuite Lyudmila et Gianna de récupérer le vrai cœur sans tête de Baraki. Voyageant à travers un passage secret submergé, Hiraji se réveille dans le train et réagit à leur emplacement sous-marin. Le train émerge près de l'île flottante, et l'équipe de Hiraji, à l'exception d'Azuma, enquête, seulement pour être attaqué par Lyudmila et Gianna, tandis qu'Azuma reste dans le train, toujours incapable de ranimer le cœur. Chizuru bat rapidement les jumelles, surprenant les autres. La supplication émotive d'Azuma pour redémarrer le cœur réussit, activant Ubu dans sa vraie forme. Mais leur joie est de courte durée à cause de l'attaque de Azama et Entei. Azama révèle son plan sinistre de prendre les membres du bout et de les fusionner avec Entei, une révélation choquante qui laisse Azuma stupéfait. Encore plus surprenant est la découverte que c'est Azama, et non Ryoko, qui contrôle Entei. Azama utilise un dispositif pour tromper Entei en lui faisant croire qu'elle est Ryoko, lui accordant ainsi le contrôle total sur lui. Bientôt, une bataille féroce éclate entre Ubu et Entei.
avec Ubu qui assène une rafale de coups à son adversaire. Au même moment, Maxime arrive sur les lieux, frustré par l'échec des jumeaux à récupérer le cœur. Dans un élan de cruauté, il réprimande et maltraite physiquement Dersou et son frère, affirmant son autorité. Après les avoir complètement humiliés, il offre une autre chance à Gianna et Lyudmila, leur proposant une opportunité de mener à bien la mission. Le combat entre Ubu et Entei s'intensifie et Azama commence à ressentir une douleur intense alors qu'elle subit les dommages infligés à Entei. Alors que les jumeaux tentent de lancer une attaque sur Ubu, ils sont rapidement maîtrisés et retenus par Entei. Saisissant l'occasion, Azama utilise la vie des jumeaux comme monnaie d'échange, forçant Maxime à céder le bibuki de son équipe pour compléter les membres d'Entei. À contre-cœur, Maxime accepte et Entei devient entièrement équipé, ce qui équilibre le champ de bataille entre Ubu et Entei. Avec Entei maintenant complet, Azama exerce son nouveau pouvoir, maîtrisant Ubu sans effort et l'étranglant. Chaque coup porté à Ubu affecte directement Azuma, qui en est le cœur, ressentant la douleur à chaque attaque. À proximité, Evans crie un message désespéré à Azuma, l'exhortant à briser le cœur. Au début, la suggestion semble imprudente, et Hiragi exprime une forte opposition à l'idée. Cependant, reconnaissant la volonté d'Evan de risquer sa vie pour délivrer le message, Azuma décide de lui faire confiance. Avec le soutien de Hiragi et du reste de l'équipe, Azuma tente de briser le cœur d'Ubu. Après un effort concerté, ils parviennent à briser la coquille extérieure du cœur, révélant un cœur plus petit à l'intérieur. Ce cœur plus petit monte avec Azuma dans le crâne d'Ubu, signalant une transformation. Azama, remarquant le changement chez Ubu, réalise rapidement qu'Azuma a pris le contrôle de l'intérieur du crâne. Une expression de terreur se répand sur son visage alors qu'Ubu commence à évoluer vers sa véritable forme. Alors qu'Ubu s'élève vers l'île flottante par un chemin vertical nouvellement apparu, Azama devient furieuse. Désespérée d'empêcher Ubu d'atteindre l'île, elle lance une attaque en utilisant Entei. Cependant, la puissance d'Ubu la repousse, provoquant un contre-coup qui fait tomber le cœur d'Entei. Pendant cet affrontement, Azuma maintient le contrôle du cerveau d'Ubu, mais quelque chose d'inattendu se produit. Un fluide gélatineux commence à monter depuis la base du crâne, enveloppant Azuma alors qu'il lutte pour garder le contrôle. Pendant ce temps, Azama reprend conscience à bord d'un bateau et découvre que Suya l'a sauvé. En réfléchissant à son expérience douloureuse avec Entei, Azama acquiert une nouvelle compréhension de la souffrance que Ryoko endure en l'utilisant. Suya, toujours profondément préoccupé par Ryoko, exprime son désir de trouver un moyen de la libérer de la douleur qu'Entei inflige. Avant que Suya ne parte, Azama exprime sa gratitude pour lui avoir sauvé la vie. Ailleurs, Matubi reçoit un message sur son téléphone. Avant de quitter sa chambre, il mentionne devoir rembourser une dette à Genma, le défunt père d'Asabuki. De retour dans l'atmosphère, Ubu, avec Hiragi et les autres à bord, monte vers l'île flottante. En atteignant l'île, Hiragi et le reste de l'équipe sortent d'Ubu, remarquant un changement étrange en lui. Azuma reste piégé dans le crâne. Juste à ce moment-là, Migiwa arrive sur le dessus d'Ubu et libère avec succès son fils inconscient du crâne. Hiragi et les autres sont choqués par l'arrivée inattendue de Migiwa. 3 jours plus tard, Azuma reprend conscience. Et Asabuki est ravi de le voir éveillé. Azuma est d'abord confus, ignorant qu'il avait été inconscient si longtemps. Après avoir reçu la confirmation de son équipe, il retrouve sa mère, Migiwa, et l'embrasse chaleureusement. Submergé par l'émotion, Migiwa serre son fils dans ses bras, reconnaissante de le revoir après 10 longues années. Plus tard, Migiwa emmène Azuma et les autres faire un tour de l'île, leur permettant d'apprécier sa beauté et d'admirer les paysages. Pendant cette excursion, Hiragi tente à plusieurs reprises de demander à Migiwa des informations sur son père. À chaque fois, Migiwa détourne habilement la conversation, l'empêchant de poser ses questions. Même ce soir-là, lorsque Hiragi rassemble le courage d'essayer à nouveau, Migiwa le distrait en offrant de la nourriture juste au moment où il s'apprête à parler. Le lendemain, Hiragi et le reste du groupe s'immergent dans une série d'activités amusantes autour de l'île, profitant d'un répit bien mérité après leurs épreuves précédentes. Ce soir-là, Hiragi a une conversation maladroite avec Uji, la questionnant sur sa relation passée avec Suya. Ces questions bizarres irritent Tsugi, la poussant à partir en colère. Pendant ce temps, Asabuki et Azuma se rencontrent sur une falaise, prenant un moment pour parler de l'île. Reconnaissante, Asabuki remercie Azuma de l'avoir amené dans un endroit si magnifique. Alors qu'elle tente de se rapprocher de lui, une explosion au loin attire l'attention d'Azuma. La source de l'explosion s'avère être Maxime, un utilisateur de Bubuki qui est sur l'île avec son équipe. De plus, Louis et son équipe sont également présents sur l'île, semblant avoir leur propre motif caché. De retour chez Migiwa, Azuma et les autres remarquent que l'île est en flammes. La situation s'aggrave lorsque Suya surgit soudainement des bois et s'approche de Migiwa et du groupe. Il révèle qu'il a pu atteindre l'île parce qu'Azuma avait involontairement ouvert le chemin pour lui lors de l'ascension du bout. Il y a environ une décennie, Suya a soigné les blessures de Ryoko après une bataille féroce, mais malgré ses soins, Ryoko a insisté pour retourner combattre d'autres Baranki. Suya était visiblement troublé par sa détermination. À présent, une fille nommée Laetitia, qui est confinée à un fauteuil roulant, reçoit le cœur d'un Baranki de son serviteur. Elle prévoit de réveiller le Baranki nommé Epimu dans son pays natal, l'Angleterre.
Pendant ce temps, Suya confronte Migiwa dans une conversation animée. Il est furieux, l'accusant d'avoir tout abandonné à la surface pour vivre sur l'île flottante afin de garder le contrôle des Barranquis. Leur échange devient tendu alors que Suya exige de savoir pourquoi Migiwa a arrêté les cœurs de tous les Barranquis dans le monde il y a 16 ans lorsqu'elle a monté la tour flottante. Ces actions ont laissé tous les Barranquis sans tête, sauf Entei, le seul dont le cœur est resté actif. Cela a conduit Ryoko à être qualifiée de sorcière, malgré ses efforts pour détruire les Barranquis sans tête qui étaient tombés de l'île. Migiwa présente ses excuses à Suya, mais ses mots ne le satisfont pas. Pendant ce temps, Hiragi et les autres réalisent que l'équipe russe est arrivée sur l'île et se demandent quelles sont leurs intentions. Avant que Hiragi ne parte pour aider son équipe, Migiwa le supplie d'aider à protéger l'île, l'avertissant que l'île elle-même risque de tomber sur terre si la situation continue de s'aggraver. Alors que les tensions montent, Asabuki et Uji engagent Suya dans un combat, coordonnant leurs attaques pour porter des coups significatifs. Simultanément, Gianna et Lyudmil rejoignent Maxime qui a déclenché des explosions autour de l'île. Les jumeaux sont stupéfaits d'apprendre le plan de Maxime de faire s'écraser l'île sur Terre, sachant que cela pourrait signifier un désastre pour la planète. Cependant, Maxime rejette leurs préoccupations, indifférent au sort de la Terre. Il croit que l'humanité a déjà pris tout ce qu'elle pouvait de la planète. Au milieu de cela, Chizuru intervient et affronte Dorsu et son frère, les battant sans effort. Alors que la poussière retombe, Azuma arrive sur les lieux pour se joindre à la mêlée. Pendant ce temps, à l'emplacement de Hiragi, il confronte enfin Migiwa au sujet de l'abandon de son père. Migiwa révèle que le père de Hiragi a perdu ses capacités à contrôler son Bubuki, le rendant vulnérable dans les batailles. Pour le protéger, Migiwa a choisi de le garder à l'écart du danger. Cette révélation aide à combler le fossé émotionnel entre eux, et Hiragi trouve une certaine paix avant de rejoindre Migiwa à un autre endroit sur l'île. De retour à la bataille avec Suya, Asabuki et Uji, Suya émerge victorieux, battant les deux adversaires simultanément. Juste à ce moment-là, Matobi arrive de manière inattendue, choquant tout le monde présent. Dans un geste désespéré, Asabuki poignarde Matobi par derrière, mais il semble impassible et continue son attaque sur Suya. La bataille s'intensifie alors que Matobi tire une rafale de balles et leur escarmouche se transforme en confrontation aérienne. Au milieu du chaos, il y a une brève trêve où les deux adversaires font une pause. Et Suya, maintenant confus, interroge Matobi sur ses motivations pour le combattre. Matobi attaque Suya parce qu'il le soupçonne de collaborer avec les Russes et les Américains, ce qui conduit à une trahison de Ryoko. Matobi a du mal à concilier sa perception de la loyauté de Suya, surtout que Suya a gagné sa cicatrice en protégeant Ryoko. Dans un flashback, Ryoko est allongée dans un lit d'hôpital, souffrant, se rétablissant sous les soins de Suya. Lorsqu'elle reprend conscience, sa première préoccupation concerne les Burankis sans tête. En apprenant que d'autres sont encore actifs, elle se prépare immédiatement à partir et à continuer le combat. Suya est profondément préoccupée pour sa sécurité, sachant qu'elle est déjà morte 2 fois lors de précédentes batailles contre les Burankis sans tête. Ryoko, cependant, le rassure, insistant sur le fait que tant qu'Entei est avec elle, elle ne peut pas mourir. De retour au présent, la tension atteint son paroxysme lorsque Suya pointe une arme sur le visage de Matobe, l'accusant d'avoir son propre agenda caché. Matobe, cependant, reste concentrée sur l'état précaire de l'île, craignant que si elle tombe, elle provoquera une destruction catastrophique sur Terre. Alors que leur confrontation continue ailleurs, le combat de Chizuru avec les jumeaux se termine alors qu'elle les bat de manière décisive. Lyudmila devient de plus en plus alarmée par la perte massive de vie qui résulterait de la descente de l'île. Elle supplie Maxime de reconsidérer ses plans, mais sa sœur interprète cela comme un acte de défiance contre leur chef. Maxime, ignorant les préoccupations de Lyudmila, utilise ses pouvoirs pour lui infliger une attaque débilitante, rendant sa respiration difficile. Pendant ce temps, le frère de Dersu commence à montrer des signes de rébellion contre Maxime. Azuma arrive juste à temps et utilise ses capacités pour rétablir la respiration de Lyudmila. Reconnaissante mais déterminée, Lyudmila exhorte une fois de plus Maxime à se retirer de l'île. Pourtant, Maxime, impassible, ordonne à Dersu d'éliminer Azuma. À sa grande surprise, Dersu refuse et se tient aux côtés d'Azuma en signe de défi. Enragé, Maxime tente de gérer la situation personnellement, mais Azuma lance une attaque puissante, renversant Maxime au sol. Gianna essaie de frapper Azuma, mais est rapidement mise hors de combat par Chizuru. Lyudmila, accablée de culpabilité, implore le pardon d'Azuma pour le mal qu'ils ont causé à l'île. Azuma lui pardonne, promettant de protéger l'île et d'assurer sa sécurité. Pendant ce temps, l'intense bataille entre Matobe et Suya fait rage, les deux se tirant dessus alors qu'ils tombent dans un gouffre profond. Juste au moment où Suya est sur le point de toucher le sol, Matobe tire une balle directement sur sa tête. En atteignant le fond, Matobe s'approche de Suya, apparemment pour porter un coup final, qui semblait inconscient, se lève et libère une décharge d'énergie qui transperce l'abdomen de Matobe, mettant fin au conflit. Malgré leur état actuel, leur amitié perdure, menant à une conversation émouvante.
Matobi révèle qu'il est récemment devenu père et Suya le félicite sincèrement. Matobi, s'affaiblissant à cause de la bataille, s'allonge, acceptant son sort. Il avoue alors qu'il avait autrefois l'intention de détruire le Bubuki d'Asabuki, croyant que cela lui permettrait de vivre une vie normale et heureuse. Mais avec le temps, il a réalisé qu'Asabuki avait déjà trouvé le bonheur au sein de son équipe. Ailleurs, Akihito et Azama se tiennent ensemble, observant les flammes qui consument une partie de la forêt. Ils réfléchissent aux intentions de Maxime, déconcerté par son désir de détruire l'île. Alors que la situation se déroule, Ryoko arrive sur l'île, commandant Entei. Elle capture Migiwa dans les mains d'Entei, ayant l'intention de la brûler vive comme elle l'a fait une fois auparavant. De loin, Azuma regarde avec horreur, criant de désespoir alors qu'il craint pour la vie de sa mère. Il y a plusieurs décennies, Ryoko a hérité du cœur d'Entei de sa mère. Mais à cette époque, on lui avait donné un sombre pronostic de seulement environ 3 ans à vivre. Poussée par son temps limité, Ryoko a décidé de laisser un impact significatif sur le monde. Pendant cette période, elle s'est confiée à sa proche amie Migiwa, et il est devenu clair qu'elle partageait un lien fort. Migiwa a surpris Ryoko en révélant qu'elle avait un petit ami, ce qui a laissé Ryoko visiblement étonnée car c'était une nouvelle inattendue. Quelques jours plus tard, Migiwa a reçu des rapports de ses subordonnés indiquant que Ryoko et ses partisans avaient déclenché une révolte dans la ville. Déterminé à affronter Ryoko personnellement, Migiwa a demandé le Bubuki de son équipe pour affronter Ryoko seul. Ailleurs, Ryoko, aux côtés de ses coéquipiers, a utilisé Entei pour initier sa mission de révéler l'existence des Buranki au monde et changer son destin. Ce même jour, Migiwa a affronté Ryoko en combat en brandissant Ubu. L'affrontement intense a entraîné la destruction des membres d'Entei par Ubu, éjectant les coéquipiers de Ryoko et la laissant vulnérable. En tant que cœur d'Entei, Ryoko a ressenti une douleur intense. Et Migiwa, ému par sa souffrance, décida en larmes que le seul moyen de sauver Ryoko était de la fusionner avec Entei. Migiwa ordonna à Entei de protéger Ryoko à partir de ce moment. 8 ans plus tard, Ryoko était emprisonnée et n'avait pas vieilli d'un jour grâce à la fusion avec Entei. Alors qu'elle était enfermée dans sa cellule, elle reçut la visite de Migiwa, qui était visiblement enceinte. Migiwa informa Ryoko de son plan de monter sur l'île flottante, ce qui mit Ryoko en colère. Migiwa tenta d'expliquer que ses actions visaient à protéger Ryoko, mais Ryoko refusa amèrement de lui pardonner. Quelques semaines plus tard, Ryoko fut libérée et retrouva son équipe, qui comprenait Matobi et les 3 autres. Après que Migiwa ait accédé à l'île flottante, elle a envoyé un signal qui a désactivé les cœurs de tous les Burankis sur Terre, plongeant le monde dans le chaos en l'absence de ces créatures puissantes. Des mois plus tard, Ryoko a reçu des rapports indiquant que le gouvernement japonais chassait et tuait les utilisateurs de Bubuki. En réponse, elle a ordonné à Akihito de détruire un convoi de chars lourdement blindés. Akihito a exécuté la mission avec précision, utilisant ses pouvoirs pour démanteler les chars. Ensuite, Ryoko l'a félicité pour ses efforts. Cette nuit-là, le premier ministre du Japon rentra chez lui pour être confronté à Ryoko et ses partisans. Le salon était rempli de cercueils tachés de sang, un message sinistre pour son rôle dans l'autorisation de la chasse aux utilisateurs de Bubuki. Terrifié, le premier ministre tenta de rejeter la faute, affirmant que c'était une décision du cabinet, et supplia pour sa vie. Pendant la confrontation, Ichitu Kotetsu, le secrétaire du premier ministre, est arrivé et a été horrifié par la scène. Ryoko a proposé de faire de Kotetsu le nouveau dirigeant du Japon, avec l'intention de l'utiliser comme son pantin. À présent, la situation de l'île flottante s'aggrave, alors qu'elle perd de l'altitude et commence à descendre vers la terre. Ryoko tente de brûler Migiwa vive en utilisant Entei, mais Migiwa crée un champ de force pour se protéger. Malgré le bouclier, la chaleur intense inflige des dégâts à Migiwa. Azuma, déterminé à sauver sa mère, arrive avec son équipe et Ubu. Mais les puissantes attaques d'Entei les envoient de s'écraser au sol. Pendant ce temps, des missiles nucléaires sont lancés vers l'île, Akihito utilise ses pouvoirs pour les neutraliser, et Azama se joint à lui pour empêcher la destruction de l'île. Alors que la situation s'aggrave, Migiwa échappe à l'emprise d'Entei et saute sur ses épaules. Elle ordonne à Entei de protéger Ryoko, puis saute dans les airs, déterminée à neutraliser les missiles restants. Migiwa détruit avec succès la plupart des ogives entrantes, mais l'explosion qui en résulte la fait chuter vers la terre. Azuma regarde avec horreur et se précipite avec Ubu pour sauver sa mère d'une mort certaine. Il tente de l'atteindre, mais après avoir échoué, il s'arrête en plein vol et exprime sa confiance que sa mère ira bien. Il décide de se concentrer sur la prévention de l'effondrement de l'île. En plein vol, Ryoko provoque Azuma, se moquant des sacrifices de Migiwa. Azuma défend à son tour sa mère, expliquant qu'elle est montée sur l'île flottante pour protéger le monde. Pendant ce temps, Ryuki, un utilisateur de cœur suivant les ordres de Monsieur Gai, combat Suya et lui inflige une blessure grave en visant son œil. Suya, affaibli, tombe de l'île. La bataille entre Entei et Ubu atteint un point critique. Azuma décide de sauver Ryoko de son propre désespoir et de ses intentions destructrices. Canalisant toute sa force en tant que cœur d'Ubu, Azuma tente de ralentir la descente de l'île. Avec un dernier coup de pouce du cœur, il engage les propulseurs d'Ubu à pleine puissance et parvient à diriger l'île pour qu'elle atterrisse en toute sécurité dans l'océan. Il y a quelques années à Norfolk, en Angleterre, une femme nommée Laetitia était en fauteuil roulant devant un château. Elle a entendu de son associé, Moses, que Monsieur Gai voulait la rencontrer.
Après l'avoir rencontré, Laetitia a utilisé son Baranki, Epimu, pour combattre un Baranki sans tête flottant dans la mer à Londres. Son équipe l'a vaincu avec succès, impressionnant Monsieur Guy. 2 semaines plus tard, après un événement connu sous le nom de la chute de l'île au trésor, Hiragi et l'équipe, sauf Azuma, ont voyagé à travers Taïwan. Les femmes admiraient la beauté de la ville, sauf Chizuru, qui était plus intéressée par un diamant qu'elle avait vu dans un livre. Azuma n'était pas avec eux à cause de problèmes avec l'immigration de Taïwan à Tokyo, donc il était sur un vol différent et arriverait plus tard. Coincé dans le trafic, le groupe regardait un journal télévisé dans leur taxi, montrant un Baranki sans tête à l'aéroport international où Azuma arrivait, ce qui les rendait anxieux. Ils ont pressé le chauffeur de se dépêcher d'aller à l'aéroport malgré le trafic, et ont rapidement quitté le taxi pour s'y rendre en utilisant leur Bubuki. À l'aéroport, Hiragi et son équipe voient 4 utilisateurs de Bubuki combattre un Baranki sans tête. Les utilisateurs endommagent le Baranki, mais il se rétablit rapidement. Soudain, la sœur jumelle d'Azuma, Kazuki Kaoruko, apparaît et se présente. Elle fusionne avec les utilisateurs de Bubuki pour former Black Ubu, choquant l'équipe de Hiragi. Black Ubu combat le Baranki sans tête, subissant quelques dégâts. En colère, Kaoruko bat rapidement son adversaire. Elle révèle ensuite son identité à l'équipe de Hiragi, les laissant presque sans voix en apprenant qu'elle est la sœur d'Azuma. Plus tard à l'aéroport, Hiragi demande à Kaoruko comment elle contrôle Black Ubu sans posséder le cœur. Elle ignore la question et semble irritée lorsqu'Azuma était mentionné. Ce soir-là, Kaoruko et le groupe visitent un restaurant du marché de nuit Lewa. Pendant qu'ils mangent, Asabaki se présente à Chouran, un membre de l'équipe de Kaoruko. Un autre membre de l'équipe, Lakshmi, se présente à Hiraji qui devient troublé par son charme. Après avoir brièvement comparé Lakshmi à Ugi, Hiragi essaie d'attirer l'attention d'Ugi, mais est assommée par son coup de poing. Kaoruko révèle qu'elle n'est pas la chef de l'équipe, mais qu'elle les a empruntés pour un objectif précis. Elle demande où se trouve Azuma, montrant de l'irritation à la mention de son nom à nouveau. Asabuki explique le retard d'Azuma à cause de l'incident à l'aéroport. Au restaurant, Chizuru demande à Kaoruko les capacités de Black Ubu. Hiraji, curieux, demande comment Kaoruko a obtenu le cœur qu'elle utilise. Kaoruko révèle qu'elle a emprunté le cœur noir à Monsieur Guy, président de Democratia, une organisation visant à éliminer les Baranki. Ugi réalise que les équipes de Maxime et Evan travaillent pour Monsieur Guy. Après le dîner, Kaoruko conduit le groupe à une école secrète pour les utilisateurs de Bubuki, construite par Monsieur Guy. Kaoruko explique son passé à Asabuki, mentionnant que son père est parti chercher Azuma, la laissant seule à Taïwan, qu'elle considère maintenant comme sa deuxième maison et qu'elle veut protéger. Ryuki, le leader original de l'équipe de Lakshmi, apparaît. Il maltraite ses coéquipiers, les considérant comme de simples membres pour son Baranki. Alors que Ryuki s'en va, le groupe remarque une lumière vive au loin. Uji soupçonne qu'il s'agit d'une fusion de Baranki, et Kaoruko réalise que c'est le Baranki de Maxime qui se matérialise. Dans un flashback, Kaoruko assiste à une réunion virtuelle de Democratia où elle se dispute avec Monsieur Guy au sujet du traitement spécial de Maxime. Dans le présent, le groupe de Hiraji, sans Kaoruko, affronte Zampaza. L'équipe du RAN lutte contre le gigantesque Baranki, contrôlé par Maxime, qui quitte le combat, jugeant ses adversaires indignes. Chizuru remarque quelque chose d'étrange à propos de l'équipe de Maxime, mentionnant que 5 personnes sont à l'intérieur de Zanpaza, tandis que 5 manquent, ce qui déroute les autres. Quelques mois plus tôt, Maxime se réveille dans un hôpital après l'incident de l'île au trésor, trouvant un cœur noir. Il rencontre Monsieur Guy, qui désapprouve l'indépendance d'esprit de l'équipe de Maxime. Les coéquipiers de Maxime subissent une procédure de modification mentale pour s'aligner sur la volonté de Maxime lorsqu'il contrôle Zanpaza. Dans le présent, Maxime bat facilement 2 Barankis sans tête avec Zanpaza, surprenant Hiragi par sa puissance. Quelques minutes plus tard, Kaoruko fusionne avec ses coéquipiers pour former Black Ubu dans l'intention de combattre Maxime, qu'elle considère comme une menace. Peu après le début du combat avec Zanpaza, Black Ubu est renversée par une attaque. Kaoruko révèle qu'elle se bat pour obtenir la reconnaissance de Monsieur Guy. Maxime se moque d'elle et révèle que Monsieur Guy prévoit d'explorer une comète passant au-dessus de la Terre. Choqué, Kaoruko fait le lien avec l'île au trésor. Zanpaza attaque alors Black Ubu, le faisant se séparer et l'équipe de Maxime disparaît. Azuma arrive bientôt et partage un repas avec Hiraji et d'autres, puis parle à sa sœur qui se comporte étrangement. Pendant leur conversation, Kaoruko admet qu'elle avait prévu que l'île au trésor tombe, ce qui choque Azuma. Elle croit avec confiance que Migiwa a survécu, la comparant à une sorcière, ce qui énerve Azuma, le poussant à lui dire de ne pas parler de leur mère ainsi. Kaoruko est convaincue que son père est vivant, croyant que la barrière sur l'île au trésor le protégera. Elle prévoit de le trouver et de le prouver à Azuma. Au milieu de leur conversation, Maxime apparaît avec Zanpaza, visant à combattre Azuma en raison de leur rencontre passée. Il attaque, forçant Azuma et sa sœur à fuir. Alors qu'il s'échappe, Azuma sauve sa sœur ingrate de la chute. Azuma fusionne ensuite avec son équipe dans Ubu et combat Zanpaza. Maxime est poussé par la rage, cherchant à se venger d'Azuma pour des événements passés sur l'île au trésor. Azuma profite de la colère de Maxime, lançant des attaques stratégiques qui causent des dégâts importants. Finalement, Ubu déclenche une attaque puissante qui démantèle Zanpaza, mettant fin au combat brusquement. Ensuite, Kaoruko confronte Azuma, demandant le cœur d'Ubu pour impressionner Monsieur Guy et récupérer son Baranki. Cependant, Azuma refuse, ce qui mène à un combat entre les frères et sœurs.
Il y a quelques années, quand le père d'Asabuki était encore en vie, Matobia a trouvé Genma et a cherché à terminer leur bataille. Alors que Matobia vise avec son arme, Genma réagit rapidement et le renverse. Genma remarque que l'arme de Matobia est un bubuki, mais alors qu'il l'observe, un des hommes de Matobia lui tire dessus, faisant tomber Genma. Asabuki, voyant son père presque sans vie, se précipite dehors. À présent, Kaoruko se bat contre son frère, entraînant leurs équipes dans un affrontement. L'équipe de Hiiragi sort victorieuse, laissant Kaoruko et Azuma régler les choses entre eux. Leur bataille intense pousse Kaoruko à fuir, apparemment pour attirer Azuma quelque part. À l'aube, Azuma et Asabuki partent à la recherche de Kaoruko. Pendant leur marche, ils discutent de la relation d'Azuma avec sa sœur. Alors que leur conversation se termine, Asabuki réalise qu'ils sont perdus. Plus tard, Evan dort dans un baranki nommé Megalala, le visage griffonné de figures amusantes, ce qui amuse Farah. Waglula et Domina dorment aussi, et malgré les tentatives de Louis pour les réveiller, il échoue. Pendant ce temps, les coéquipiers endormis se réveillent lorsqu'un autre baranki sans tête émerge de la mer et attaque Megalala. Evans prend le contrôle de son baranki et lance une attaque stratégique, mettant rapidement fin à la bataille. Ailleurs, Monsieur Guy note que 90% des baranki en Amérique du Nord ont été détruits. À ses côtés, Azama, sous la forme de Horino, regarde l'écran. Monsieur Guy discute des expériences impliquant Entei, exprimant son insatisfaction quant aux résultats et suggérant des tests pratiques avec un utilisateur de cœur qualifié non identifié. Dans une autre scène, alors qu'ils bruinent, Asabuki et Azuma s'abritent sous un hangar. Asabuki parle de son passé avec Kaoruko. Lorsqu'elle mentionne le désir de Kaoruko de voir son père, Azuma révèle qu'il est mort, laissant Asabuki sans voix. Matobai apparaît bientôt pour demander leur aide, mais Asabuki est la dernière personne prête à l'assister. Elle tente d'attaquer Matobai, mais Azuma la retient. Matobai demande à Azuma d'aider à sauver Ryoko, choquant Azuma, car il pensait que Ryoko était morte lorsque l'île est tombée. Matobai révèle que Ryoko est captive sous Monsieur Guy. Cette nouvelle énerve encore plus Asabuki, et sans se soucier de la situation de Ryoko, elle attaque Matobai, furieuse de sa présence. Alors qu'Asabuki essaie de combattre Matobai, elle remarque qu'il ne riposte pas et se demande pourquoi. Matobai lui parle alors de la mort de son père, révélant que c'était l'un de ses hommes qui a tiré sur Genma, pas lui. Quand Genma a été abattu, Asabuki, croyant que Matobai était responsable, l'a attaqué lui et ses hommes avec le bubuki de sa famille. Matobai a maîtrisé Asabuki et a tenté de détruire le bubuki, pensant que cela l'aiderait. Son tir n'a fait qu'érafler les yeux du bubuki et Asabuki a réussi à s'enfuir avec. Dans le présent, malgré la vérité entendue, Asabuki continue de blâmer Matobai pour la mort de son père. Dans sa colère, elle tente de le tuer avec son bubuki, mais s'arrête, incapable de le faire, et fond en larmes, tandis qu'Azuma la réconforte. Après que la pluie s'arrête, Asabuki dit à Matobai qu'elle ne parlera pas de le tuer, mais qu'elle ne lui pardonnera jamais. Elle court ensuite rejoindre l'équipe avec Azuma qui la suit. Pendant ce temps, Monsieur Guy observe l'état de l'île au trésor, notant qu'elle reste intacte au fond de l'océan. Il parle à Kaoruko de son statut d'utilisatrice de cœur, révélant qu'elle est parfaitement adaptée à Entei, ce qui la rend heureuse de piloter son buranki. Entei a maintenant des membres, donnant à Kaoruko un avantage significatif en combat. Le jour suivant, Kaoruko teste Entei au-dessus de l'océan, tandis que Monsieur Guy surveille ses signes vitaux. Il lui assigne la tâche d'éliminer un traître au sein de son organisation, qui est un utilisateur de bubuki. Initialement mal à l'aise avec la mission, Kaoruko accepte de la faire car c'est une demande directe de Monsieur Guy. Plus tard, Hiiragi et l'équipe attendent Matobai à un endroit désigné. Matobai arrive avec un grand dirigeable pour les aider à se rendre en France pour sauver Ryoko, qui est détenu par Monsieur Guy. Matobai explique que Monsieur Guy, le président de Democratia, cherche à contrôler les buranki à l'échelle mondiale. Il demande l'aide d'Azuma pour le sauvetage et Azuma accepte en échange d'une aide pour sauver Kaoruko de l'influence de Monsieur Guy. Après les événements à Treasure Island, Ugi suppose que les coéquipiers de Matobai sont morts, ressentant de la pitié pour lui. Cependant, Matobai surprend tout le monde en révélant que Suya et les autres sont vivants et en bonne santé. Après avoir discuté des possibles emplacements de ses coéquipiers, Matobai prend le contrôle du dirigeable pour emmener l'équipe à destination. Au coucher du soleil, Maxime est assis dans les bois avec son équipe. Habituellement narcissique, il les surprend en montrant de l'inquiétude, discutant de sa bataille précédente avec Ubu et des leçons qu'il en a tirées. À ce moment-là, Maxime croyait pouvoir gagner le combat parce que les consciences de ses coéquipiers étaient scellées, lui permettant de maîtriser pleinement les pouvoirs de Zanpakuto seul. Cependant, le résultat lui a appris qu'il a besoin de son équipe dans le bon état d'esprit pour réussir. En partageant cette réalisation, ses coéquipiers se sentent soulagés et Liu part rencontrer quelqu'un. Peu de temps après le départ de Liu, Dersu est abattu par un assaillant inconnu et meurt instantanément. Pendant ce temps, Matobai pilote le dirigeable dans une tempête de neige, provoquant un atterrissage forcé sur la glace. Après le crash, Asabuki aperçoit un enfant inconscient à l'extérieur du navire. Lorsque Hiiragi et les autres vont vérifier la fille, ils sont aspirés dans un passage souterrain sous la glace. Maxime, quant à lui, s'inquiète de savoir qui cible son équipe. Ignat les exhorte à bouger, jugeant trop risqué de rester, alors il se dirige vers la forêt pour trouver Liu et l'assaillant. De retour avec le groupe de Hiiragi, un buranki s'approche d'eux alors que la petite fille, Yuk,
reprend conscience. Le Buranki, nommé Durak, est une version violette du Buu et a le contrôle de son corps, contrairement aux autres Buranki. Durak remercie Hiragi et son équipe d'avoir sauvé Yuk, les surprenant par sa capacité à parler. Durak les conduit ensuite à l'intérieur d'une grotte, partageant l'histoire des Buranki. Il explique qu'à mesure que la race des Buranki approchait de l'extinction, leur cerveau cessait de fonctionner, les poussant à diviser leur corps et à chercher des humains avec des cerveaux fonctionnels comme maîtres pour survivre. Après que Durak ait partagé cette information, Chizuru apprend que les Bubukis sont des parties des Buranki qui se lient aux humains. Durak explique également que les Burankis sans maître retournent dans le ciel où leur cerveau se décompose, menant à des Burankis sans tête. Durak a gardé le contrôle de son corps après que les cœurs de tous les Burankis se soient arrêtés parce qu'ils n'étaient pas liés à un humain lorsque Migiwa a envoyé le signal. Peu de temps après, ils arrivent à une source chaude où seules les dames peuvent en profiter d'une douche. Là, Durak révèle qu'il connaît Yuk et son père depuis longtemps. Ils avaient l'habitude de lui rendre visite souvent, mais après un certain temps, le père de Yuk a cessé de venir, indiquant qu'il était décédé. Curieuse, Ugi demande à Durak pourquoi son espèce est venue sur Terre, et s'il prévoit donc de nuire aux humains ou de détruire la planète. Durak répond que les humains endommagent déjà la planète par leurs activités. Pendant ce temps, Maxime, Igna et la sœur de Liu cherchent Liu dans les bois. Soudain, la sœur de Liu est blessée par balle et Maxime la rattrape pour l'empêcher de tomber. Alors qu'il s'arrête pour se reposer, une autre balle vise la sœur de Liu, mais Ignat saute pour protéger Maxime et est tué. Liu arrive alors et découvre le corps d'Ignat. Son Bubuki tire inexplicablement un coup mortel sur sa sœur, la tuant instantanément. Apparemment sous l'emprise d'un lavage de cerveau, Liu tourne ensuite son Bubuki sur Maxime, tirant sur lui à plusieurs reprises. Maxime déduit rapidement que Liu est encore sous l'emprise de Monsieur Gai. Alors que Liu continue de tirer sur Maxime, son bouclier s'affaiblit et il succombe finalement à l'attaque. Après avoir confirmé la mort de Maxime, Liu utilise son Bubuki pour se donner la mort. Ailleurs, Ryoko dîne avec Monsieur Gai, qui révèle ses plans sinistres. Il a l'intention d'éliminer tous les utilisateurs de Bubuki dans le monde entier, et lorsqu'il murmure son plan ultime à Ryoko, elle est visiblement choquée. De retour aux sources chaudes, Azuma interroge Durak sur la raison pour laquelle il n'a pas formé de contrat avec un humain. Durak explique que sa décision était pour la même raison que Migiwa a arrêté les cœurs de tous les Burankis sur Terre. Reconnaissant Azuma comme le fils de Migiwa, Durak révèle son amitié passée avec elle et assure à Azuma qu'elle est vivante, promettant qu'il la verra bientôt. Le lendemain, Hiiragi et les autres quittent la grotte, enrichis par les connaissances partagées par Durak. Sur le dirigeable, Hiiragi et Azuma se sentent mal, attribuant cela en plaisantant au fait d'avoir été exclus des sources chaudes par les dames. Plus tard dans la matinée, Kaoruko entre dans une pièce de l'installation secrète de Démocratia et trouve le corps de Maxime avec ses coéquipiers dans des cercueils. Frustrée par le manque d'informations sur leur mort, elle s'énerve. Orino entre avec quelques soldats et questionne sa présence, puis révèle le prochain objectif de Kaoruko, attaquer et vaincre son frère Eubu. Orino avertit Kaoruko qu'elle subira le même sort que Maxime si elle échoue. Pendant ce temps, Matobai pilote le navire à travers la frontière française, s'approchant de l'installation de Démocratia. À leur approche, il active le dispositif de camouflage du navire pour éviter d'être détecté. Simultanément, Akihito infiltre l'installation et commence à attaquer les soldats ennemis. Avec l'assaut d'Akihito en cours, Matobai accélère pour déposer Hiragi et les autres. À ce moment-là, le Buranki épimué émerge d'une tour et attaque le vaisseau avec des projections d'énergie. Juste avant que les attaques ne touchent, Azuma et son équipe, déjà dans Ubu, utilisent leur pouvoir pour les bloquer. Laetitia intensifie son attaque contre Ubu, mais perd sa garde, subissant des conséquences. Sur l'île française, Azuma est surpris de voir Evans dans Megalala agissant sous les ordres de Monsieur Gai et s'engageant dans un combat avec Ubu. Azuma et son équipe sont choqués par l'absence de raison logique pour qu'Evans et son équipe se battent, à part suivre les ordres de Monsieur Gai. Au fur et à mesure que la bataille progresse, Epimu arrive, mais Evans avertit Laetitia de ne pas interférer. Ignorant cela, Laetitia engage le combat avec Evans, donnant à Azuma l'occasion d'entrer dans l'installation. Cependant, alors qu'il s'approche avec Ubu, Entei attaque soudainement. Azuma est choqué de voir que sa sœur, Kaoruko, contrôle Entei et exige de savoir pourquoi. Quand Azuma explique que son véritable objectif est de sauver Ryoko, Kaoruko comprend mal, supposant qu'Azuma a des sentiments romantique pour Ryoko qui a plus de 40 ans. Kaoruko commence à révéler des secrets sur Monsieur Gai, dont Evans et les autres ne sont pas au courant, affirmant qu'il est responsable de la mort de Maxime et de son équipe. Evans et Laetitia ont du mal à croire ces affirmations. La nouvelle de la mort de Maxime met Azuma en colère, le poussant à se demander pourquoi Kaoruko continue de suivre les ordres de Monsieur Gai malgré cela. Ka, déclenché par la question d'Azuma, lance plusieurs attaques sur Ubu, le faisant tomber dans la mer. Malgré ses actions, elle commence à pleurer à l'intérieur d'Entei, se demandant pourquoi elle a jamais fait confiance à Monsieur Gai. Pendant ce temps, même après avoir appris les actes maléfiques de Monsieur Gai, Laetitia prévoit toujours de combattre Epimu, espérant la reconnaissance de Monsieur Gai et espérant obtenir le corps d'Entei qu'elle croit pouvoir la guérir car elle est en fauteuil roulant. Azuma parvient à émerger de la mer avec Ubu et avertit Laetitia que Monsieur Gai ne fait que l'utiliser. Insensible aux paroles d'Azuma, Laetitia attaque, coupant les membres d'Ubu et le laissant presque immobile.
Alors que Laeticia s'apprête à porter le coup final, Entei intervient, jetant Ubu en sécurité. Kaoruko semble avoir changé d'avis, décidant de permettre à Azuma de sauver Ryoko de l'installation, même si cela signifie défier Monsieur Gai. Voyant cela, Laeticia lance une attaque vicieuse sur Entei, le faisant brûler. Comme Kaoruko est le cœur, elle ressent la douleur directement et lutte pour la supporter. Simultanément, Monsieur Gai reçoit un appel de Horino lui demandant si elle doit continuer le combat. Il devient clair que Monsieur Gai utilise Kaoruko comme sujet de test pour voir combien de temps un utilisateur de cœur peut maintenir le contrôle sur Entei avant de le perdre. Dans l'installation secrète, Laeticia remarque que les dégâts d'Entei se sont réparés et malgré son épuisement, elle est déterminée à continuer de se battre pour le pouvoir d'Entei afin de retrouver sa capacité à marcher. Moïse la presse de se retirer, mais Laeticia insiste sur son objectif. Émue par sa détermination, Evans intervient pour protéger Laeticia de Kaoruko. Au fur et à mesure que la bataille progresse, Kaoruko a du mal à garder le contrôle sur Entei et ressent une douleur intense. Pendant ce temps, Ryoko sent la présence d'Entei et utilise ses pouvoirs pour faire fondre ses menottes, retrouvant peu à peu sa force. Akihito l'appelle, attirant son attention juste au moment où Azuma arrive pour la sauver. Initialement réticente, Ryoko saute d'un haut bâtiment, incitant Azuma à sauter après elle pour empêcher sa chute. Après l'avoir rattrapée, Azuma aide Ryoko à se relever, la laissant sans voix, puis s'effondre d'épuisement. Ryoko porte le corps inconscient d'Azuma à son équipe, s'excusant et demandant leur aide. Pendant ce temps, Kaoruko est inconsciente et Entei est entourée de flammes. Malgré le chaos, la mission pour sauver Ryoko est réussie et elle est ramenée en sécurité à bord de l'aéronef avec Akihito et l'équipe. Il y a quelques années, Kaoruko a rencontré Monsieur Gai, qui a révélé des informations sur l'endroit où se trouvait son père. Il a affirmé que son père était allé à l'île au trésor avec un Buranki qui avait encore son cerveau et a montré du rock sur un écran pour le confirmer. Monsieur Gai soupçonnait que d'autres Buranki avec des cerveaux existaient encore. Déçu que son père soit allé sur l'île, Kaoruko a été informé par Monsieur Gai de faire tomber l'île si elle voulait voir ses parents. À présent, Horino reçoit les résultats d'analyse sur Entei, révélant qu'il pourrait avoir un cerveau. Confuse, elle se demande comment Ryoko et Kaoruko pouvaient contrôler Entei s'il avait son propre cerveau. Elle menace le scientifique de fournir une explication raisonnable à son retour. Plus tard, Kaoruko se réveille dans une cellule de prison, entravée par des menottes. En reprenant conscience, elle est en colère par la présence de Monsieur Gai. Il l'informe qu'elle doit piloter Entei à nouveau pour tuer tous les utilisateurs de Bubuki sur la planète. En signe de défi, Kaoruko lui crache dessus. Avant de partir, Monsieur Gai lui perce le cou avec quelque chose qui la rend inconsciente, indiquant qu'il a d'autres plans pour elle. Ensuite, Monsieur Gai reçoit un rapport de Horino, apprenant qu'il peut contrôler Entei si un cerveau y est soigneusement fusionné. Il ordonne à Horino de couper la tête de Kaoruko pour la préparer à la fusion, avec l'intention d'utiliser son cerveau pour contrôler Entei et éradiquer chaque utilisateur de Bubuki et leur lignée, y compris les Buranki associés. Plus tard dans la journée, Ryoko est inconsciente dans une pièce du manoir de Matobai, affaiblie par sa séparation d'Entei. Akihito et Matobai se tiennent à son chevet, l'entendant murmurer le nom d'Azuma dans son sommeil. Inquiet, Matobai va chercher Azuma pour Ryoko. Quand Azuma arrive, il trouve Ryoko toujours endormie. Matobai et Akihito les laissent seuls et Azuma caresse doucement la tête de Ryoko, remarquant son angoisse. Ce geste évoque des souvenirs de son séjour sur l'île au trésor, rappelant la mort de son père et le deuil de sa mère. Alors qu'Azuma sort de ses pensées profondes à propos de sa mère, il remarque que Ryoko est réveillée. Ils commencent à discuter des intentions de Monsieur Gai. Ryoko révèle que Monsieur Gai prévoit de ressusciter Deus Magna, le progéniteur de la race Buranki, considéré comme un être divin qui a donné vie à tous les Buranki sur Terre. Elle explique que l'objectif ultime de Monsieur Gai est d'utiliser la résurrection de Deus Magna pour prendre le contrôle du monde. Il prévoit d'utiliser la comète et l'île trésor pour y parvenir. Azuma, perplexe face à cette révélation, se demande quel est le lien entre la comète et l'île. Mons prédit que la comète tombera dans 7 jours, laissant à Azuma et aux autres peu de temps. Ryoko suggère qu'ils doivent localiser le nid de Buranki rapidement pour empêcher Monsieur Gai de le trouver en premier. Elle propose de détruire l'île définitivement pour arrêter ses plans maléfiques. Cette idée choque Azuma car elle contredit ses propres espoirs. Plus tard, au coucher du soleil, Matobai apprend d'Akihito que sa propriété est proche de la résidence privée de Monsieur Gai. Matobai est surpris par cette révélation, mais Akihito semble impassible. Ils se demandent tous deux pourquoi Ryoko veut parler avec Azuma. Dans la chambre de Ryoko, Azuma et Ryoko se disputent sur leurs points de vue divergents sur la manière de contrôler les gens et de prévenir la guerre. Ryoko croit que l'instillation de la peur est nécessaire pour maintenir le contrôle et la paix, tandis qu'Azuma n'est pas d'accord et préconise une approche différente. Pendant ce temps, Matobi et Akihito apportent des provisions alimentaires à Hiraji et à l'équipe. Uji n'est pas content de devoir manger des nouilles instantanées pendant un certain temps, et Asabuki partage son sentiment, prédisant en plaisantant que Matobe finira seul et peut-être divorcé à l'avenir. Alors que Ryoko est dehors, où elle profite de la beauté de la nature pour la première fois depuis longtemps, elle semble vraiment heureuse de découvrir un monde au-delà des conflits centrés sur l'humain. Azuma espère lui montrer une perspective plus pacifique et holistique, et il semble que son plan fonctionne. Plus tard dans la soirée, Monsieur Guy lit une histoire du soir aux enfants chez lui. Après les avoir mis au lit, il s'endort sur le canapé de son salon. Le lendemain, Kaoruko est sur le point d'être exécuté,
sa tête sur le point d'être tranchée. Alors que Horino lève l'arme, Kaoruko implore pour sa vie, exprimant en larmes ses désirs et intentions si elle est épargnée. Horino semble insensible, mais détruit ensuite de manière inattendue les menottes, libérant Kaoruko. Choqué, Kaoruko apprend que Horino est en réalité Azama déguisé, qui a infiltré l'établissement en tant que secrétaire pour découvrir les plans de Monsieur Guy. Ayant atteint son objectif, Azama prévoit maintenant de s'échapper avec Kaoruko. Elle neutralise rapidement les gardes, et Kaoruko, soulagée et excitée, sourit face à son changement soudain de fortune. Pendant ce temps, Azuma marche le long d'une route, suivant une carte vers une destination précise. Monsieur Gui, passant en voiture, s'arrête et propose à Azuma de le conduire, préparant le terrain pour une rencontre inattendue. En conduisant Azuma à sa destination, Monsieur Gui essaie d'en savoir plus sur les intentions d'Azuma en lui offrant son aide. Ignorant l'identité de Monsieur Gui et se méfiant de ses motivations, Azuma ne révèle aucun détail sur sa mission. Alors arrivé à destination, Azuma remercie Monsieur Gui pour le trajet. De retour au manoir de Matobe, Ryuki attaque avec son buranki Batalov sous les ordres de Monsieur Gui, ciblant Ryoko. En l'absence d'Azuma, Hiragi ne peut pas se transformer en Ubu, le forçant, lui et son équipe, à affronter Batalov en utilisant leur Bibukis. Il se cache derrière un rocher pour échapper à la vue de Ryuki. Pendant qu'il se cache, Akihito remet en question la détermination de Hiragi pour s'assurer qu'il est prêt pour la bataille à venir. Après que Hiragi ait exprimé sa détermination à vaincre Batalov, Akihito révèle un secret sur l'utilisation des Bubukis. Pendant ce temps, Lakshmi et son équipe sont épuisés par la manipulation incessante du buranki par Ryuki. Akihito explique que le cœur d'un Bubuki est ses yeux, et Chizuru confirme cette compréhension. Il explique en outre qu'Azuma peut exploiter le véritable pouvoir d'Ubu parce qu'il fusionne avec le cœur d'Ubu. Cette révélation implique que Hiragi et les autres doivent également fusionner avec les cœurs de leurs Bubukis respectifs pour débloquer leur plein potentiel. Ailleurs, Evans continue de contrôler Megalala, ignorant la suggestion de Domina de retourner à Democratia, même si la présence de Megalala révèle leur emplacement à Democratia. Plus tard, Azuma arrive au quartier général de Democratia pour sauver sa sœur. Dans un coup de chance, il rencontre Kaoriko, qui s'échappe avec Azama. Peu après, Laetitia arrive avec son buranki Epimue, déterminée à arrêter la fuite de Kaoriko. Pendant ce temps, Hiraji accède à un nouveau niveau de puissance en fusionnant avec le cœur de son Bubuki. Cela débloque une force remarquable, lui permettant d'endommager Batalov de manière significative, surprenant Ryuki, qui n'avait pas anticipé qu'un Bubuki puisse représenter une telle menace. Cependant, ce pouvoir comporte un risque. Hiragi n'a pas de barrière protectrice, ce qui le rend vulnérable si les choses tournent mal. De retour au quartier général de Democratia, Azama exhorte Azuma à continuer leur fuite avec Kaoruko malgré la forte résistance d'Epimu. En courant, Kaoruko exprime sa frustration face au calme d'Azuma dans des situations dangereuses. Elle se sent éclipsée par Azuma, ressentant de la rancœur d'être jumelle et réfléchissant à son enfance solitaire. Reconnaissant sa détresse, Azuma essaie de l'encourager en montrant un cœur en bois précieux, un cadeau de leur père. Ce geste leur rappelle leur lien familial. Il y a environ un an, leur père est monté sur l'île au trésor avec l'aide de Duroc, retrouvant leur mère et trouvant du réconfort ensemble chez eux. À ce moment-là, leur père était malade, ce qui a compliqué sa décision de partir. Dans le présent, Kaoruko réagit avec colère, rejetant le cœur sculpté qu'Azuma offre même après qu'il explique que c'est un cadeau de leur père. Azuma partage ensuite la vérité difficile que leur père est mort. Cette révélation choque Kaoruko et elle a du mal à accepter que son père l'ait laissé derrière et soit mort sans dire au revoir. Azuma explique que le départ de leur père était motivé par le désir de rendre Azuma assez fort pour protéger Kaoruko. Touché par cela, Kaoruko reprend le cœur d'Azuma et pleure, s'excusant pour la façon dont elle l'a traité. Ils partagent une étreinte émotive, réconciliant leur relation tendue. Quelques minutes plus tard, Epimu arrive avec l'intention d'arrêter leur fuite, mais Zampaza intervient soudainement, frappant Epimu. Kaoruko est surprise de voir Suya piloter Zampaza. Suya lance une mallette à Kaoruko, révélant qu'elle contient un cœur spécialement modifié pour qu'elle l'utilise avec Zampaza. Ravi de l'opportunité de piloter son buranki, Kaoruko fusionne avec enthousiasme avec Zampaza, se sentant renforcée et prête à rejoindre le combat. Plus tard dans l'après-midi, Kaoruko affronte Epimue en pilotant Zampaza sur la mer. Elle utilise les bras puissants de Zampaza pour porter de fortes attaques. Au fur et à mesure que le combat progresse, Kaoruko repère une ouverture et en profite. Cependant, Moses avertit Laetitia qu'elle doit manœuvrer Epimu dans les airs pour éviter de perdre la bataille. Laetitia parvient à piloter Epimu vers le haut, mais Kaoruko réduit rapidement l'écart et la rattrape. Dans une situation désespérée, Laetitia lance une rafale de projection d'énergie directement sur Zampaza. Finalement, Zampaza fait tomber Epimu du ciel, le faisant se désintégrer et revenir à ses diverses formes Bubuki. Laetitia est allongée au sol, vaincue, tandis que Moses montre encore de la détermination et encourage ses coéquipiers à continuer de combattre Zampaza. Pendant ce temps, à la résidence de Matobe, Uji et le reste de l'équipe fusionnent avec leur cœur Bubuki et lancent une attaque puissante sur Batalov. Après leur effort, ils réalisent que Batalov est toujours debout, ce qui les frustre. Ils essaient de persuader Ryuki de reconsidérer sa loyauté envers Monsieur Guy, mais Ryuki révèle que son engagement envers Monsieur Guy est temporaire. Il prévoit de le trahir et de régner sur le monde à la place. Alors que Ryuki se prépare à attaquer Hiraji et son équipe,
un de ses coéquipiers hésite à piloter le Buranki. Ryuki exerce un contrôle sur le groupe grâce à une fonctionnalité que Monsieur Gui a implantée dans le Buranki, les forçant à suivre ses ordres indépendamment de leurs désirs individuels. Pendant la bataille, Matobe intervient, utilisant son vaisseau pour créer une distraction pour Batalov. Profitant de l'occasion, Chizuru, qui est sur le navire à ce moment-là, prend pour cible et tire un coup sur le Buranki. Pendant ce temps, Ryuki a du mal à manœuvrer Batalov alors que toute son équipe commence à se fatiguer du combat. De retour au quartier général de la Démocratia, Kaoruko se sent épuisée à l'intérieur de Zampaza après avoir affronté Moses et son équipe. Elle se demande comment ils peuvent continuer à se battre contre un Buranki massif comme le sien. Suya s'approche de Kaoruko et lui conseille de battre en retraite. En accord avec sa suggestion, Kaoruko s'élève dans le ciel pour échapper au champ de bataille. Plus tard dans la soirée, Evans et son équipe s'assoient autour d'une table pour dîner avec Monsieur Gui tout en voyageant par mer vers un lieu non divulgué. Louis exprime sa crainte que Monsieur Gui puisse les punir pour leurs actions précédentes. Mais contrairement à ses craintes, Monsieur Gui les encourage à profiter de leur repas. Après le dîner, Monsieur Gui engage la conversation avec Evans, révélant qu'il a l'intention d'éloigner Laetitia et son équipe d'Epimu. Cette révélation choquante laisse Evans troublé, et il n'est pas d'accord avec le plan de Monsieur Gui. Monsieur Gui informe Evans qu'il veut que lui et son équipe battent Tubu et éliminent Azuma pour expier leurs erreurs passées. Le choc d'être chargé d'éliminer Azuma frappe durement Evans, mais il envisage la mission si cela signifie sauver Laetitia. Remarquant l'inquiétude inhabituelle d'Evans pour Laetitia, Monsieur Gui réalise qu'Evans est amoureux d'elle, ce qu'Evans confirme. À la fin, Monsieur Gui décide de rendre Epimu à Laetitia et encourage Evans à lui parler avant de partir au combat. Peu après avoir rencontré Evans et son équipe, Monsieur Gui apprend que quelqu'un exige de lui parler en personne. Pendant ce temps, Evans est assis à la table du dîner sur le yacht, plongé dans ses pensées à propos de Laetitia. Il décide de l'appeler pour vérifier son bien-être. Après l'appel, il sourit et s'appuie sur sa chaise, se sentant rassuré. Ailleurs, Kaoruko pilote Zampaza aux côtés de Suya, Azuma et Hazama, alors qu'il se dirige pour rejoindre Hiraji et les autres sur le dirigeable. Pendant leur vol, Ryuki attaque par derrière avec Batalov, initiant une nouvelle bataille. Cette fois, Azuma est présent et fusionne avec ses coéquipiers pour former Ubu, prêt à affronter le défi à venir. Alors qu'il est en l'air, Azuma parvient à rester proche de Batulov, mais il doit dépenser plus d'énergie pour suivre le combat. Alors que Ryuki tente de riposter, Lakshmi profite de la situation en arrachant le cœur de Ryuki, ce qui fait que Batulov redevient ses parties individuelles de Bubuki. Frustré par le traitement de Ryuki, Lakshmi et le reste de son équipe décident de se séparer, ne voulant plus le suivre. À la fin, Airagi et les autres retournent au dirigeable où ils se détendent et s'amusent après les événements intenses de la bataille. Plus tard dans la nuit, Migiwa arrive sur le yacht de Monsieur Gui, révélant qu'elle est celle qui a demandé à le voir. Tôt à l'aube, Matobe pilote le dirigeable, s'approchant des eaux japonaises, tandis que Suya veille sur Ryoko pendant qu'elle dort. Plus tard dans la matinée, Azuma est réveillé par le son d'une alarme de sécurité sur le dirigeable, découvrant que Megalala les a verrouillés, prêts à engager le combat. Quelques minutes plus tard, Ubu affronte Megalala, avec Evans déterminé à vaincre Azuma pour le bien de Laetitia. Leur bataille féroce s'intensifie, entraînant la chute d'Ubu et de Megalala du dirigeable, plongeant vers le sol. Pendant ce temps, Migiwa est en réunion privée avec Monsieur Gui, où ils discutent de sujets liés à la race Buranki et à l'île au trésor. Au cours de la conversation, Migiwa observe que Monsieur Gui considère les humains comme l'espèce ultime et centrale dans le monde. En réponse, elle affirme que les humains n'existent dans le monde que parce que la Terre le permet. Monsieur Gui n'est pas du tout d'accord, considérant la perspective de Migiwa comme étroite et une tentative de saper l'importance de l'humanité. Alors que leur discussion se poursuit, la bataille entre Ubu et Megalala fait rage en bas, avec Evans motivé par son amour pour Laetitia, ce qui le pousse à exécuter les ordres de Monsieur Gui et à assurer sa sécurité. Azuma se bat avec détermination, visant à contrecarrer les plans de Monsieur Gui et à sauver le monde de son contrôle. Avec leurs objectifs en tête, les deux Burankis s'affrontent, chacun espérant dominer l'autre. De retour sur le yacht de Monsieur Gui, il exprime son indifférence face à l'arrivée de l'espèce Buranki sur Terre. Ce qui le met vraiment en colère, c'est que la race Buranki a souillé l'humanité. Il se souvient que lorsque les Burankis se sont écrasés, leurs corps se sont brisés et dissous dans la mer, et les parties connues sous le nom de Bubukis ont choisi certains humains avec un type d'énergie spéciale, appelé Rinzu, pour être leur maître. Cette réalité alimente le désir de Monsieur Gui de purger la race humaine de l'influence des Buranki et des utilisateurs de Bubuki. Son objectif ultime est de maîtriser le pouvoir d'une entité nommée Deus Magna, le chef suprême de tous les Burankis, pour réaliser cette ambition. Pendant ce temps, la bataille entre Megalala et Ubu continue alors qu'Evans et Azuma commencent à épuiser leurs forces. Soudain, Laetitia rejoint la mêlée avec Epimu, apportant un sourire au visage d'Evans. Il l'encourage à briser le cœur de son Buranki pour accéder à son cerveau, mais Azuma lui rappelle rapidement les conséquences dangereuses qui pourraient découler d'une telle action. Réalisant que Monsieur Gui l'a manipulé, Evans exhorte Laetitia à quitter le Buranki immédiatement. Cependant, alors qu'elle tente de s'échapper, tous ses coéquipiers tombent sous le contrôle de Monsieur Gui.
Moïse, contraint par ce contrôle, se déplace pour briser le cœur d'Epimu, compliquant davantage la situation et intensifiant les enjeux de leur bataille. Après le cœur, Laetitia entre dans le cerveau d'Epimu et le Buranki commence à attaquer Megalala. L'équipe d'Azuma essaie d'aider Evans à atteindre Epimu pour sauver Laetitia, qui se noie dans les fluides cérébraux. Finalement, Evans quitte son Buranki et accède à la tête d'Epimu pour la sauver. Lorsqu'il arrive, il trouve Laetitia presque inconsciente et risquant de se noyer. Quelques minutes plus tard, Evans se réveille et découvre que Laetitia est morte. Il pleure sur son corps, souhaitant avoir pu la sauver. Migiwa est bouleversé en apprenant que Laetitia a été traitée comme une expérience pour Epimu. Monsieur Guy défend ses actions, affirmant que la mort de Laetitia n'était pas vaine, la qualifiant de sacrifice nécessaire pour accéder à une divinité visible aux humains. À la fin de leur rencontre, Monsieur Guy avertit Migiwa qu'elle ne sera pas autorisée à partir facilement, et ses hommes se préparent à l'attaquer. Heureusement, Suya arrive avec Zampaza et sauve Migiwa des hommes de Monsieur Guy. Alors que Migiwa quitte le yacht avec Suya, elle le remercie pour son aide et le presse de l'emmener à l'endroit où l'île au trésor est tombée. Plus tard, Azuma et son équipe naviguent à l'intérieur du bout, jusqu'à l'endroit où l'île au trésor s'est écrasée. Lorsqu'ils arrivent, Azuma tente d'accéder à l'île, mais la barrière l'en empêche. Il envisage de briser le cœur du bout, mais son équipe l'avertit des conséquences potentielles. De manière inattendue, Migiwa arrive avec Zampaza, ayant pris le Buranki de Suya et l'ayant laissé en mer. Migiwa prévoit de couler l'île en faisant un trou dans la barrière qui la protège. Inquiet pour la sécurité de sa mère, Azuma essaie de l'empêcher de détruire l'île. Pendant la confrontation, Migiwa fait quelque chose à Ubu qui le fait sortir de l'eau, lui permettant de poursuivre son plan. Lorsqu'elle détruit l'île, une violente explosion se produit sous l'eau. Pendant ce temps, Monsieur Gay regarde l'explosion sur son écran, apparemment impassible. Il devient clair que les actions de Migiwa n'ont fait qu'accélérer le réveil de la comète se dirigeant vers la Terre. Dans le passé, Monsieur Guy a hérité du cœur d'un Buranki de sa famille. À cette époque, il avait un enfant et le cœur lui a été transmis. Monsieur Guy voyait le cœur comme une malédiction et a ressenti du soulagement lorsque son fils l'a hérité. Malheureusement, lorsque son fils est mort, le cœur du Buranki lui est revenu. À partir de ce moment, il a juré d'éliminer l'espèce Buranki qu'il croyait souiller l'humanité. À présent, l'explosion de l'île crée un immense Buranki, Deus Magna, émergeant de la mer. Azuma reconnaît ce Buranki comme celui que Duroc a décrit comme leur chef quelques jours plus tôt. Pendant ce temps, Entei s'introduit dans le dirigeable de Matobie et enlève Ryoko. Entei semble être contrôlé à distance par un faux cœur placé à l'intérieur. Le Buranki se dirige ensuite vers Deus Magna, entrant dans son cou sous le contrôle de Monsieur Guy. Quelques secondes plus tard, la comète arrive sur Terre, se transformant en une grande boule métallique. Cette comète se révèle être la tête de Deus Magna, et lorsqu'elle se pose, une explosion énorme se produit. La marine japonaise se précipite vers la mer, tirant d'innombrables missiles sur Deus Magna, mais ils n'ont aucun effet. De loin, Lakshmi et son équipe assistent au chaos qui se déroule. Alors que cela se produit, Ryuki arrive à leur emplacement et s'excuse de manière inattendue pour ses actions. Son équipe est sous le choc, car il n'aurait jamais pensé voir Ryuki s'excuser. Pendant ce temps, Ryoko flotte inconsciente à l'intérieur du cou de Deus Magna. Sous une forme astrale, Migiwa marche dans les rues de la ville de Tokyo, où Azuma a d'abord rencontré les restes d'Ubu. Confuse, elle se demande pourquoi les restes d'Ubu sont là. Soudain, Ubu apparaît derrière elle sous forme astrale, déclarant qu'il l'attendait. Migiwa est choquée qu'Ubu puisse parler et lui demande ce qui se passe, se rappelant qu'elle voulait détruire l'île au trésor. Après un moment de réflexion, Migiwa conclut qu'elle doit être morte et cherche confirmation auprès d'Ubu. Il reste silencieux au début, mais finit par appeler Migiwa « notre enfant », la laissant incrédule. Des heures plus tard, Monsieur Guy arrive à l'emplacement d'Azuma, flottant avec Duroc. Il révèle qu'il a pris le contrôle du corps de Duroc, ce qui pousse Azuma à s'interroger sur sa présence ici. À ce moment-là, Azuma réalise qui est Monsieur Guy et le reconnaît à nouveau face à face. En colère, Azuma, aux côtés d'Ubu, se prépare à attaquer Monsieur Guy, mais leurs efforts échouent lorsque Monsieur Guy brise le cœur de Duroc, libérant ainsi son véritable pouvoir. Duroc ne peut pas absorber Monsieur Guy comme son cerveau, en raison des ajustements faits à son corps qui l'en empêchent, mais ces changements permettent à Monsieur Guy de prendre le contrôle total de Duroc. Avec ce pouvoir, Duroc attaque et vainc Ubu d'un seul coup, envoyant Azuma et ses vêtements plonger dans la mer. Duroc monte ensuite dans l'atmosphère, accédant à la tête de Deus Magna. Prenant le contrôle de Deus Magna, il lance des missiles apocalyptiques sur la ville, créant d'énormes explosions et amenant Iraji à croire que Monsieur Gui a l'intention d'anéantir le monde. Pendant ce temps, Azuma reçoit des informations d'Akihito sur des données que Azama a volées à Democratia en se faisant passer pour un secrétaire. Il s'avère qu'Ant sert de clé de voûte pour la fusion entre le corps et la tête de Deus Magna. Azama explique que retirer Ant du corps provoquera l'autodestruction de Deus Magna. Armé de ses connaissances, Azuma décide de sauver Ryoko et de retirer Entei de Deus Magna. Avant de partir, il demande l'aide de Ryuki et Ryuki accepte. Ensemble, ils s'associent pour infliger des dégâts à Deus Magna, mais dans le processus, Ubu est repoussé.
Ailleurs, Evans et son équipe observent la bataille en mer à distance. Moses s'approche d'Evans, qui a l'air triste, et lui demande s'il a encore l'esprit combatif. Quand Evans le confirme, Moses propose son Bubuki à Evans pour l'utiliser contre Monsieur Guy. D'autres coéquipiers prêtent également leur Bubuki à l'équipe d'Evans pour les soutenir dans le combat. Déterminé à se venger de Monsieur Guy, Evans prend son envol dans son Baranki, Megalala. En atteignant l'emplacement de Deus Magna, il aperçoit Kaoruko pilotant Zanpaza et lui offre l'un des Bubuki qu'elle a demandé. Pendant ce temps, Azuma est inconscient dans Ubu, après avoir été projeté du ciel. Avec les 3 Barankis maintenant en équipe, ils se préparent à affronter Monsieur Guy. Pendant ce temps, Azuma reprend conscience et constate que tous les dégâts sur Ubu ont été réparés. Son équipe, maintenant réveillée, accepte de poursuivre leur mission. Sous une forme astrale, Migiwa converse avec Ubu, qui la désigne comme notre enfant, éveillant sa curiosité. Elle demande pourquoi il s'adresse à elle ainsi, et Ubu l'emmène haut dans l'atmosphère terrestre pour expliquer l'histoire des Baranki. Il révèle que les Baranki sont des serviteurs de Deus Magna, chargés de préparer la planète pour son arrivée. Ils sont venus sur Terre pour échapper au plan de leur chef de modifier le monde avec sa force vitale écrasante. Ubu explique en outre que les humains ont formé des contrats avec les Barankis à travers leur parti, connus sous le nom de Bubukis, conduisant à la naissance d'êtres qui pourraient également être appelés Barankis, dont l'un est Migiwa. Cette révélation choque Migiwa, et Ubu utilise sa capacité à avoir des enfants sans perdre ses pouvoirs comme preuve de sa théorie. De retour à la réalité, Azuma défait sa fusion avec son équipe pour qu'il puisse créer un chemin pour lui permettant de rejoindre les autres. Dans le passé, Migiwa se voit préparer la fusion de Ryoko avec le cœur Dante et se sent confuse par la vision. Ubu lui dit qu'elle peut voyager dans le temps avec ses pouvoirs, lui donnant de la clarté sur ce qu'elle doit faire ensuite. Elle fusionne avec Ante, permettant à son moi passé de sauver Ryoko en la fusionnant avec le cœur d'Antei. Maintenant, assise dans la tête de Deus Magna, Ryoko réalise que Migiwa l'a protégée tout ce temps, car elle était présente à l'intérieur d'Antei. Bientôt, Azuma accède à la position de Ryoko avec l'intention de la sauver. Ryoko se sent émue, croyant qu'elle n'a pas vraiment vécu, malgré le fait que Migiwa lui ait sauvé la vie. Azuma est témoin de cette douleur et rassure Ryoko que tout ira bien. Ils se serrent la main et conviennent de s'unir contre Monsieur Guy. Azuma sort ensuite du corps de Deus Magna avec son équipe maintenant fusionnée en Ubu Entei. Alors qu'Azuma et Ryoko pilotent Ubu Entei, Monsieur Guy est choqué par leur union, mais affirme qu'ils ne sont pas à sa hauteur et se prépare à lancer une attaque. Le combat entre Ubu Entei et Duroc s'intensifie, Duroc infligeant des dégâts qui impactent Monsieur Guy. Frustré qu'Entei ne soit plus dans le corps de Deus Magna, qui relie la tête et le corps, il continue son combat contre Ubu Entei. Finalement, il est projeté dans le corps de Deus Magna, croyant avoir désormais l'avantage sur Ubu Entei. En utilisant Duroc, il tente d'étrangler ses adversaires, mettant Azuma sous une pression considérable. Malgré la douleur, Azuma détourne son attention de la souffrance et surpasse Duroc, laissant Monsieur Guy choqué. Profitant d'une ouverture, Monsieur Guy poignarde Ubu Entei avec 2 armes à plasma. Bien qu'excité par son succès, sa joie est de courte durée car Ubu Entei continue d'attaquer. Alors qu'il s'approche de Duroc, Azuma se prépare à porter le coup final, mais Ryoko intervient, prenant le tir elle-même pour éviter qu'Azuma ait le sang de Monsieur Guy sur les mains. Après que Ryoko frappe Duroc, Monsieur Guy se relève, ensanglanté mais toujours debout, choquant Azuma et Ryoko, qui croyaient que leur dernière attaque l'achèverait. Monsieur Guy nargue Azuma à propos de la réalité ennuyeuse qui l'attend après l'avoir vaincu. Bien que ces mots résonnent avec Azuma, Ryoko détache Entei de Ubu Entei et tue Monsieur Guy sur le coup. Après sa mort, la conscience de Migiwa toujours dans Entei parle à Ryoko, l'informant qu'elle part parce que la comète est venue pour elle. En pleurant le départ de Migiwa, Ryoko verse des larmes. Avant de partir, Migiwa coupe la connexion de Ryoko à Entei et l'exhorte à prendre soin d'Azuma et de Kaoruko. Pendant ce temps, Kaoruko flotte dans les airs avec Zanpaza, se demandant quel sera le sort d'Azuma. Bientôt, la tête de Deus Magna se lance dans l'atmosphère, se dirigeant vers l'espace. Asabuki observe de loin, entendant la voix faible d'Azuma. Elle suit le son, incitant Hiraji et les autres à la rejoindre. 12 mois après l'incident à Tokyo City, Azuma est transféré dans un autre lycée. Un jour à l'école, il rencontre Asabuki, qui est dans sa classe. Plus tard, en interagissant avec un enseignant, Azuma montre son identité, ce qui pousse le personnel à réaliser qu'il est le fils de Migiwa. Ils approuvent son transfert et l'envoient en classe. Dans la salle de classe, les nouveaux camarades d'Azuma l'appellent le fils de la sorcière à cause de son nom de famille, Kazuki. Plus tard dans la journée, il lit des lettres d'Evans qui est en voyage pour faire fonctionner à nouveau le cœur de sa mère. Pendant ce temps, Hiragi se promène dans la ville avec Ugi et ils discutent des activités récentes, y compris le transfert d'Azuma au lycée. Ce soir-là, Azuma est assis seul dans un parc lorsque 2 agents de sécurité l'approchent, lui demandant pourquoi il est dehors si tard. Ils lui conseillent de rentrer chez lui, jugeant cela dangereux pour un lycéen. Le lendemain, Chizuru se réveille dans une salle de classe, ayant étudié toute la nuit et s'étant endormi. Ailleurs, Hiragi croise Asabuki dans la rue et ils échangent une brève conversation. Cela fait un moment qu'ils ne se sont pas vus et Hiragi demande comment va Asabuki. Quand Asabuki propose de rendre visite à Azuma, Hiragi rejette l'idée, affirmant qu'il veut laisser cette partie de sa vie derrière lui et mener une existence normale. Plus
Plus tard dans la matinée, Matobi emmène Azuma à l'endroit où se trouve Ryoko. En route, Matobi parle à Azuma de sa vie scolaire. Asama, qui est également dans la voiture, exhorte Matobi à conduire plus prudemment, révélant qu'elle est enceinte et soupçonne qu'elle attend des jumeaux. Pendant ce temps, Akihito se tient dans un cimetière, rendant hommage à Lyudmila et Diana, qui sont mortes à cause de l'influence de Monsieur Gai. Matobi arrive bientôt à l'établissement où se trouve Ryoko et Azuma sort de la voiture pour lui rendre visite. En entrant dans sa chambre, il remarque que Ryoko agit étrangement, semblant ne pas le reconnaître, et elle lui crie de partir. Entendant le vacarme, Suya se précipite d'une autre pièce pour calmer Ryoko. Ensuite, Azuma parle avec Suya de l'état de Ryoko. Suya explique que Ryoko a perdu ses capacités régénératrices et, malheureusement, sa mémoire aussi. Azuma est surpris d'entendre cela, mais Suya exprime son acceptation du nouveau statut humain normal de Ryoko. Étant donné que beaucoup pourraient en vouloir à Ryoko, elle est gardée dans une installation sécurisée pour la protéger d'éventuels ennemis. Plus tard, Kaoriko reçoit un colis contenant les affaires de sa mère de la part d'Azuma. La grande boîte prend beaucoup de place dans sa chambre, laissant Kaoriko frustrée et mal à l'aise. Même lorsque son ami Jun essaie de l'aider, Kaoruko a du mal à ouvrir la porte, ce qui la pousse à partir chercher de l'aide. Ce soir-là, Azuma se promène seul dans un autre parc et s'assoit seul, perdu dans ses pensées. Il remarque son environnement lorsqu'il voit un vieil homme tomber par terre, apparemment ivre. Inquiet, Azuma s'approche de l'homme, mais en le faisant, il se rappelle les mots de Monsieur Gai sur la façon dont la vie sera ennuyeuse pour lui s'il vit comme une personne normale. Après quelques jours, Asabuki remarque les absences fréquentes d'Azuma à l'école et commence à s'inquiéter pour lui. Un jour au coucher du soleil, Azuma s'assoit dans un endroit tranquille, réfléchissant au temps qu'il a passé à combattre aux côtés de Roux contre leur ennemi commun. Finalement, Asabuki arrive et s'approche d'Azuma, parlant de leurs aventures passées ensemble. Elle exprime son inquiétude de ne pas parler à Hiraji et aux autres, et en se remémorant, des larmes coulent sur ses joues car son équipe et les expériences partagées lui manquent. Quelques secondes plus tard, Uji arrive avec son Bubuki et Asabuki est ravi de la voir. Shizuru arrive peu après et Asabuki est heureuse de la voir aussi. Par coïncidence, Hiiragi apparaît et est surpris de se retrouver au même endroit que son ancienne équipe. Il suggère qu'ils devraient commémorer leur voyage ensemble une fois par an, ce qui enthousiasme Asabuki. D'un autre côté, Azuma semble moins enthousiaste à propos de la réunion. Cependant, Hiiragi et le reste de l'équipe travaillent à lui remonter le moral. Ils expriment leur gratitude pour l'aide d'Azuma au combat et pour avoir supporté une grande partie de la douleur qu'Ubu a subie. À la fin, Chizuru propose qu'ils visitent tous ensemble l'île au trésor et tout le groupe accepte l'idée. Fin.